L'examen le plus difficile de l'Académie de magie va commencer. Celui qui parvient à détruire ce cube magique réussira. Beaucoup de candidats ont déjà échoué en utilisant tous les pouvoirs possibles pour le briser. Après autant d'échecs, le professeur suspend l'épreuve. Le prochain élève à passer est quelqu'un qu'il méprise pour sa puissance ridiculement faible. Pendant la pause, où il en profite pour renforcer le cube avec un sort secret qui le rend encore plus résistant. Son but était de faire échouer le garçon devant tout le monde. Le problème, c'est qu'il s'est trompé d'ordre et qu'un garçon blond est passé avant celui qui l'attendait. Le blond s'approche, tente de détruire le cube, mais son mana instable déclenche le sort catastrophiquement et le cube se transforme en une tornade puissante qui choque même le professeur. Le garçon de faible puissance que le prof déteste lit la situation en quelques secondes, saute de son siège et atterrit au centre de l'arène. Le professeur, derrière son bouclier magique, peinait déjà à tenir. Soudain, la tornade s'ouvre et le garçon la traverse calmement, laissant le professeur sans voix. Il atteint le cube, désormais hors de contrôle, pose la main dessus et commence à neutraliser le mana grâce à son pouvoir unique de création. La magie s'estompe, le cube retrouve sa stabilité. Il le ramasse, le tend au professeur comme si de rien n'était et demande s'il a réussi l'épreuve. Le professeur, figé, tente de comprendre ce qu'il vient de voir, mais pour en arriver là, il a dû traverser une perte qui a tout changé. Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Voici Haruto, le garçon né sans aucun pouvoir magique, et parce qu'il était sans force, il n'a pas pu protéger la femme qu'il aimait d'un mage puissant nommé Gamazine. Hana a été attaqué sous ses yeux et il est resté figé, regardant la femme qu'il aimait se faire tuer. Il a passé 15 ans à étudier et à parcourir des donjons pour trouver un objet capable de la ramener. 55 ans plus tard, vieux et usé, il n'a toujours pas trouvé cet artefact. À la fin de sa vie, blessé et épuisé, il s'effondra et lui fit ses adieux en silence. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une sphère mystérieuse le félicita. Il avait obtenu la larme divine, une récompense rarissime qui permet de recommencer sa vie à zéro, mais à une condition, 20 ans et une seule chance. S'il ne pouvait pas changer le destin dans ce délai, il serait effacé de l'existence. Sans hésiter, Haruto dit oui. Le spermatozoïde flottant pénètre en lui et sa seconde vie commence. Le héros renaît bébé dans les bras des parents qu'il avait perdu enfant. Comme il est encore nourrisson et ne peut pas parler, il passe les premiers mois à tout absorber du monde. Pendant ce temps, il teste les limites d'un corps de bébé. Il arrive à peine à se tenir assis et pense déjà à monter de niveau. Dans ce monde, tout le monde naît avec un don. Son ancien don était la sagesse, mais cette fois, son nouveau pouvoir est la création qui ouvre un écran de statue visible seulement par lui avec des aptitudes inconnues ici. Sans perdre une seconde, il se lève et commence à s'entraîner pour un jour sauver Hana. Toujours bébé, il étudie et travaille déjà sa magie pour booster son statut. On arrive à son 8e anniversaire, il s'est entraîné pour ce jour et son statut est désormais très élevé. Cette journée compte parce que, dans sa vie passée, une horde de gobelins avait attaqué le village et tué son père et sa mère. Mais cette fois, Haruto est prêt, caché dans la forêt, attendant la même attaque. Il se croyait bien dissimulé, mais un gobelin le repère et fonce droit sur lui. Le garçon canalise son mana et alors que le gobelin est en plein saut, il lâche une boule de feu qui le touche en plein. En voyant son compagnon tomber, un autre gobelin tente de venger le coup, mais se prend la magie aussi. Haruto esquive l'attaque du dernier gobelin et envoie une boule de feu transformant les créatures en brochettes de gobelins. Son niveau grimpe grâce à ses éliminations. Soudain, un buisson bouge et un gobelin lui saute dessus. Cette fois, il n'a pas le temps d'esquiver et se fait entailler le bras. Il enfonce son couteau dans la bête et la fend en deux, mais d'elle surgissent bien plus d'autres, ce qui le terrifie car il ne s'y attendait pas. Un instant, il craint de mourir et de ne pas pouvoir changer le destin de celle qu'il aime, mais il refuse et se promet de ne jamais abandonner. En regardant le panneau, Haruto réalise qu'il a une nouvelle compétence et se demande s'il l'a obtenue après que sa puissance magique ait franchi un certain seuil. Puis il observe la horde de gobelins et conclut qu'il ne testera cet attribut que si ce n'est pas un pouvoir de combat. Un ennemi charge de nouveau, la haine aux yeux. En courant, notre garçon prend de la distance pour relancer sa boule de feu, mais son bras est en mauvais état et, réalisant qu'il va se faire attaquer sauvagement, il annonce que c'est maintenant ou jamais et concentre tout son pouvoir magique dans une seule attaque. Une sphère de lumière bleue apparaît et projetée vers les créatures qui, comme avalées par la terre, plongent dans un cratère qui s'ouvre sous elles jusqu'à disparaître, laissant le garçon seul. Ahuri, Haruto comprend enfin son nouveau pouvoir et, tout joyeux, déclare qu'il pourra changer son destin. Le bras levé, il se réjouit d'avoir protégé le village pendant que plusieurs messages de montée de niveau apparaissent grâce au nombre de gobelins qu'il a vaincus. Mais tout n'est pas parfait. La douleur de monter autant de niveaux d'affilée se fait vite sentir et le petit pousse un cri. S'effondrant au sol, le protagoniste dit que c'est la douleur de grandir. Quelques heures plus tard, alors qu'il fait jour, il ouvre les yeux et sent quelque chose sur le visage. En se retournant, notre garçon aperçoit ce qui ressemble à un slim bleu et sursaute.
La petite créature s'approche et lui offre de l'eau, le protagoniste accepte et après s'être lavé le visage se sent beaucoup mieux. Le petit saute de joie tandis qu'il se demande ce que diable est cette chose et l'on apprend que les slimes ne sont pas des monstres dangereux. Cependant, ils ne sont généralement pas très amicaux avec les humains. La petite masse gélatineuse saute sur le visage du garçon et commence à le chatouiller. Au bout d'un moment, il regarde le village où il est né et dit qu'il est temps d'y retourner car il y a quelqu'un à sauver. Toujours très faible, notre garçon révèle que son plan est d'aller s'entraîner dans un donjon renommé de la ville de Kinoto, en Grèce, et de conquérir l'étage final pour monter son niveau au maximum. Avant de partir, il rentre chez lui et laisse une lettre à ses parents en les remerciant de l'avoir élevé avec tant d'amour. Les larmes aux yeux en se remémorant ces 8 années formidables, Haruto dit que le moment est venu et cédant à l'insistance du slime, le baptise Ru et accepte qu'il l'accompagne. Un mois plus tard, on le voit combattre des loups. La petite créature revient avec le cristal du monstre et le range dans le sac avec les autres, puis signale qu'elle a trouvé un bon endroit pour camper. Notre garçon aime ce qu'il voit et décide de se reposer un peu avant de reprendre la route. À la tombée de la nuit, il allume un feu de camp et fait griller des brochettes de loup. En mangeant, le protagoniste explique qu'il peut désormais vaincre facilement les monstres de Baran et que son corps s'habitue au combat, au point de rattraper enfin son expérience, ce qui rendra la montée de niveau dans le donjon plus simple. Roux en profite aussi pour grignoter et montre qu'il est plus costaud lui aussi. Le garçon comprend qu'il faut profiter pour bien manger après tant d'efforts, et il remercie le petit d'être un si bon aide complice. On voit que quelqu'un observe le duo, sentant une présence, le jeune jette une brochette et demande qui est l'intrus, mais la personne se met à courir et à bondir si vite qu'Haruto n'arrive plus à suivre du regard. Inquiet, il dit que si on l'attaque, ça va mal tourner. En voyant que c'est une fille, le garçon se demande si c'est une voleuse, lorgnant ses pierres de magique, mais on remarque vite qu'elle préfère de loin les brochettes. Quand il comprend qu'elle est une fille bête, Haruto est surpris. La jeune femme se présente comme Magika, dit qu'elle voyage, puis demande ce que le garçon fait ici. Il se contente de donner son nom et étudie la fille, qui semble de la race des écureuils. En courant, la petite s'approche du feu et demande si elle peut finir la viande. Le garçon lui demande ce qu'elle fiche là, mais elle l'ignore. À l'aube, elle le suit et dit qu'elle a aussi quelque chose à faire à Kanato Grey. Après s'être fait traiter d'enfant, le jeune demande si la fille ne l'est pas aussi, mais Magika le nie en jurant être adulte. Il affirme d'abord ne pas vouloir partir en voyage, puis, se souvenant de quelque chose, se ravise et propose finalement qu'ils y aillent ensemble. Ensuite, le duo aperçoit enfin leur destination et, après vérification des papiers, on leur autorise l'entrée à Kanato Grace. On apprend que la ville accueille des gens de toute race, tout cela grâce à l'attrait du donjon. Voyant la fille nerveuse, le protagoniste lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle est anxieuse à cause de la foule, et ayant lui aussi vécu dans un village, Haruto confie qu'il a été stressé la première fois qu'il y est allé. Et réalisant qu'il en a trop dit, il ment en affirmant qu'il a visité la ville avec ses parents quand il était tout petit. Le garçon se remémore sa première vie et pense pour lui-même que la ville a l'air plus animée et plus propre que quand il avait 10 ans, ce qui laisse présager quelque chose dans les 2 années à venir. Magika demande quel est le plan et il répond qu'il doit passer par la guilde des aventuriers pour récupérer de l'argent. Ils arrivent vite et tout excité, le protagoniste dit à la réceptionniste qu'il veut échanger des pierres magiques. Voyant le jeune homme pour un gamin, le rouquin lui dit de rentrer chez lui, mais en découvrant une quantité absurde de pierres, il reste bouche bée. Le garçon explique que tout appartient à la fille et qu'il l'aide juste pour la vente. La jeune femme tente de parler, mais il lui couvre la bouche en demandant au jeune homme de faire l'échange. En souriant, le guichetier prend prestement 2 pièces d'or, 29 d'argent et 85 de bronze. Naruto soupire en réalisant qu'on l'a arnaqué, il croyait toucher bien plus, puis il demande s'il peut s'inscrire comme aventurier, précisant que l'inscription n'est pas pour lui mais pour Magika. Dehors, la fille s'approche et lui demande s'il n'a voulu sa compagnie que pour ça. Le protagoniste nie et répond qu'il avait juste besoin d'un coup de main et que passer du temps à vendre des pierres magiques n'est pas si mal. Interrogé sur sa réputation, il dit qu'il s'en fiche. Maintenant qu'il a de l'argent, il cherchera une auberge, mais d'abord il veut offrir un repas en signe de remerciement. Magika accepte et annonce qu'elle dormira dans sa chambre un moment, faute d'argent. À l'auberge, le jeune homme se dit content d'avoir de la compagnie et que la cuisine ici est délicieuse. Quand tout le monde le fixe, il demande ce qui se passe et la fille, en se déshabillant, répond que ce n'est rien, mais qu'ils doivent d'abord prendre un bain. La scène fait hurler Haruto. Sous la douche, la jeune femme trouve que tout lui paraît nouveau, décide d'aller se coucher et de laisser les regrets au lendemain. En entrant dans la chambre, elle découvre le garçon en train de méditer. Alors que des manosphères illuminent toute la pièce, elle affirme que ça devrait être impossible pour des humains et se demande bien ce qu'il peut être. On apprend que Magika parcourait le monde à la recherche de quelqu'un jusqu'à ce que le garçon attire son attention par une force et des capacités qu'elle n'avait jamais vues. C'est pour ça qu'elle a pris contact pour en apprendre davantage, mais tout ce qu'elle a fait jusque-là, c'est s'étonner de la maturité du garçon. Dans son rêve éveillé, la jeune femme se demande si le protagoniste ne serait pas celui qui changera ce monde.
Elle en conclut donc que non, puisque l'oracle avait prédit que le héros serait une fille. Pourtant, elle avoue ne pas pouvoir se défaire de l'impression que cet enfant est une pièce maîtresse. Quelques heures plus tard, Magica regarde Haruto dormir profondément, mais soudain un bruit attire son attention. Sans bouger, elle se demande si la silhouette n'est pas un assassin, vu son niveau. La jeune femme décide de rester à l'écart, curieuse de voir comment le garçon va gérer la situation. L'inconnu s'approche du sac du protagoniste, mais celui-ci se lève et lance un bonsoir. Rapide, l'homme encapuchonné saisit un poignard et se jette sur lui. La fille écureuil se lève enfin pour intervenir, tandis que le voleur lui ordonne de ne pas bouger si elle tient à son ami. Les yeux brillants, le garçon demande comment l'étranger savait que l'argent était dans son sac, puis déclenche son attaque, son bazooka d'air, qui propulse l'homme par la fenêtre. Magica demande si le jeune homme va bien. Il répond oui. La jeune femme en conclut qu'il aurait pu tuer l'intrus avec cette magie et se demande quel entraînement il a fallu pour atteindre un tel niveau si tôt. Elle veut poser une question, mais remarque que le protagoniste s'est déjà évanoui et se dit que cet enfant ira loin. Le lendemain, au petit déjeuner, Haruto demande à la fille écureuil si elle a aimé le repas. Elle confirme c'est le meilleur plat qu'elle ait jamais mangé de toute sa vie. Après 10 potions, le duo quitte l'auberge. Le garçon explique que à cause de la visite de la nuit précédente, il doit d'abord faire un détour. Ils retournent à la guilde des aventuriers et tombent sur le type aux cheveux rouges et un jeune homme à lunettes. Le réceptionniste demande si quelque chose est arrivé aux pierres magiques, mais ajoute aussitôt qu'il est trop occupé à parler à son chef pour en discuter. À l'endroit au but, le protagoniste affirme qu'il y a des voleurs à la guilde. Quelqu'un a forcé sa chambre hier pour prendre l'argent qu'il avait obtenu en vendant les pierres, et pire encore, la personne savait exactement où chercher. Le patron demande si Ryan a vu quelque chose de suspect. Nerveux, le jeune homme dit qu'il pourrait soupçonner quelqu'un, mais pressé, il s'excuse et précise que ce n'est qu'une supposition. Naruto ajoute que Magica a laissé une marque sur le bras gauche du coupable. Le réceptionniste retrousse sa manche, tandis que notre garçon montre le poignard qu'il va remettre aux gardes. En criant, l'homme aux cheveux roux dit qu'il vaudrait mieux laisser l'arme au jeune homme, puisqu'il s'est occupé du bandit. Dehors, la fille écureuil demande pourquoi le jeune homme l'a laissé partir. Souriant, il explique qu'il voulait juste donner un avertissement, et la fille réalise que le poignard était le but depuis le début. En regardant la tour, le protagoniste dit qu'il est temps de commencer l'aventure dans le labyrinthe de Kinotogris. En franchissant le portail, il dit que personne ne sait jusqu'où va la tour et encore moins qui l'a construite. On apprend que le premier et le deuxième étage forment la couche inférieure où tout le monde peut chasser en sécurité. Elle sert surtout aux aventuriers débutants. Soudain, quelqu'un hurle qu'un monstre du niveau supérieur est descendu et tout le monde ordonne à Haruto, qui est un enfant, de déguerpir. Face à l'ennemi, notre garçon utilise sa compétence grave pour ouvrir un cratère dans le sol. Les aventuriers se demandent si un tremblement de terre s'est produit. Courant aux côtés de Magica, le protagoniste prévient tout le monde de faire attention au cratère, révélant qu'il se tait parce qu'il sait que personne ne le croirait. Le duo atteint le 26e étage, dans la couche intermédiaire où commence le labyrinthe. En regardant la fille se battre, il est impressionné qu'elle ait achevé l'ennemi d'un seul coup de poing, puis il décide de tester ce dont le poignard est capable. Heureux, notre garçon dit que l'arme est meilleure que prévu, observe l'effet de l'objet sur son tableau de compétences, puis passe à l'attaque. Une fois la mission accomplie, le protagoniste annonce qu'il vaut mieux chasser des monstres plus puissants dans la couche supérieure. Arrivé à destination, dans une grotte pleine de cristaux scintillants, on voit Arto combattre un squelette puis lancer un sort sur ceux qui s'apprêtaient à l'attaquer. Les cristaux se précipitent vers les créatures et une explosion projette des os partout. On apprend que la couche supérieure commence au 50e étage et n'est accessible qu'à quelques aventuriers de haut niveau. Sachant cela, le protagoniste affirme qu'ils doivent monter de niveau avant d'affronter des ennemis plus forts. Magica demande comment il fait pour tuer les monstres si facilement. Alors que les aventuriers galèrent, lui, qui n'est qu'un enfant, y arrive sans peine. Le protagoniste demande si elle trouve vraiment sa force étrange, en se disant que cette jeune femme est la deuxième personne qui le voit vraiment. Dans sa vie précédente, hormis Hana, tous l'avaient abandonné à cause de sa faible puissance d'existence. La fille demande si le jeune homme est vraiment humain, et faute de réponse, le traite de pervers. Après encore quelques squelettes, ils se préparent à monter et tombent nez à nez avec l'ogre rouge, exactement comme Arato l'avait prévu. Il se demande s'il pourra terrasser la créature plus facilement que la dernière fois. Inquiète, Magica répond que le monstre est d'un tout autre niveau et qu'il doit rester derrière elle, mais le protagoniste, prenant les devants, affirme qu'il combattra seul. Après tout, malgré les risques, c'est l'occasion de tester ses capacités. Sans hésiter, il charge l'ogre, et après son premier coup, conclut que c'est comme si l'adversaire avait de l'acier sous la peau.
Le monstre contre-attaque et lui ouvre une petite blessure à la joue. En enchaînant les frappes, il explique que s'il esquive et frappe toujours au même endroit, il peut l'emporter et il met son plan à exécution. Au bout d'un moment, l'ogre perd la tête et Haruto reste haletant. Majika bouche bée se demande comment c'est possible et le garçon explique qu'apparemment c'est le maximum qu'il puisse faire à son niveau actuel. Ru s'approche en portant la pierre magique, bien plus grosse que celle des autres monstres. Épuisé, le protagoniste demande à la fille écureuil si elle pense qu'il devrait repartir, mais elle, sans se retourner, interroge « C'est quoi ce bruit ?» Les yeux écarquillés, le jeune homme dit qu'ils doivent fuir. La fille, elle, répond que s'ils tournent le dos, ils mourront face à l'ogre à cornes. On découvre que l'ogre plante est en réalité possédé par un monstre Hera qui devient très puissant en trouvant un hôte. Perplexe, le protagoniste se demande ce qu'un monstre de niveau 70 fait au 50e étage et conclut qu'il n'a aucune chance. En entendant le plan d'évasion, Majika refuse de partir. Même en sachant que le monstre est fort, elle est à bout. Nous avons appris que la jeune fille avait subi un entraînement impitoyable pour accomplir sa mission de retrouver le héros et tout ce temps, elle croyait travailler plus dur que quiconque. Mais après avoir rencontré Haruto, elle réalise que ses efforts ne suffisent pas encore et déployant son pouvoir, elle se jette à l'attaque en jurant qu'elle ne perdra pas. Après tout, le fardeau qu'elle porte sur le dos est plus lourd que l'ogre. L'ennemi reste impassible après avoir encaissé un coup et en préparant sa contre-attaque, il montre qu'il n'a aucune égratignure. La fille écureuil parvient à s'élancer et, exploitant sa vitesse, elle enchaîne plusieurs frappes dans l'espoir d'emporter la victoire. Elle surgit derrière l'ogre mais se retrouve arrêtée par des lianes qui s'enroulent autour d'elle. Complètement immobilisée, Majika se met à hurler jusqu'à ce que quelque chose tranche les liens. C'est Haruto qui par des frappes rapides libère son allié du danger. En se retournant, il lui demande si elle va bien. Après l'avoir confirmé, la jeune femme ne peut s'empêcher de trouver pathétique d'être sauvée par un gamin. Réactivant son pouvoir, elle annonce qu'elle n'a plus envie de jouer et, déterminée à anéantir les fantômes qui la hantent, fonce à l'assaut. Pour lâcher sa grande frappe stellaire, des boules de feu foncent sur l'ogre qui est envoyé valser au loin. La fille écureuil tombe à court de mana après son coup secret et, en levant les yeux, comprend qu'elle va se faire écraser. Soudain, le sol se fissure, la créature coince sa patte dans une faille et finit par chuter. Majika reste hébétée tandis qu'Haruto la prend dans ses bras et s'enfuit, puis après l'avoir mise en sécurité, il demande à Ru de veiller sur elle et retourne au combat contre l'ogre. Furieux, l'ogre relance ses lianes. Notre garçon se précipite en avant, esquivant tous les tentacules, mais moins rapide que la fille écureuil, il reçoit un coup de plein fouet. Incapable de respirer, le héros active sa magie de chaleur et met les lianes à brûler. Comme elles sont faites de lianes et qu'il est inutile de continuer à les brûler puisque les tiges repoussent, le jeune homme conclut qu'il est temps de viser le corps de la créature. Il repart donc à l'assaut, tranchant les lianes sur son passage tout en se disant qu'il est impossible de percer la peau de l'ogre, il faut trouver un point faible. Naruto remarque vite quelque chose sur la tête du monstre et sans hésiter lance une boule de feu. Elle touche en plein dans le mille et la créature hurle. Notre garçon fixe les flammes puis, complètement épuisé, s'évanouit. Dans l'incrédulité, Majika voit l'ogre se changer en cendres et en conclut qu'elle a perdu contre un enfant. Après un moment, le protagoniste ouvre les yeux et se rend compte qu'il est à l'extérieur de la tour. En serrant Roux dans ses bras, il le remercie de les avoir portés jusque-là et en se retournant dit qu'il est soulagé qu'ils aient pu s'en sortir. En s'excusant, la fille écureuil annonce qu'elle va retourner à l'auberge. Le protagoniste répond qu'il va se reposer un peu plus longtemps, pensant que la jeune femme est porteuse d'un artefact, un trésor céleste extrêmement rare. Sachant que l'artefact que la fille utilise s'appelle Stella, il se rappelle que dans sa première vie, l'utilisatrice est morte 7 ans plus tard. La nuit, à l'auberge, Haruto n'arrive pas à chasser la pensée de Majika. La seule personne partageant ses caractéristiques est le numéro 5 des êtres dangereux répertoriés par l'Église, l'un des 6 individus déclarés ennemis de Dieu, ceux que l'Église a ordonné d'exterminer. En se remémorant le combat, le garçon constate que la jeune femme deviendra sûrement bien plus forte que lui à l'avenir à cause de l'écart existentiel de puissance entre eux. Mais 7 ans plus tard, la fille à s'écureuil mourra de la main de l'Église. Plongé dans l'eau, le protagoniste se demande s'il pourra vraiment changer l'avenir. Soudain, Rufusy apparaît et le surprend. Le slime montre qu'il aimerait aussi être lavé, alors notre garçon lui offre un lavage VIP pour le remercier de ce qu'il a fait. Au bout de quelques minutes, on voit la petite créature briller d'être si propre. Notre garçon demande si son ami va bien, mais il fond, prouvant qu'un bain n'était peut-être pas la meilleure idée. Tout s'arrange et en sortant de la salle de bain, le jeune homme tombe sur Majika qui, un peu appréhensive, dit qu'elle a quelque chose dont elle aimerait parler. Le duo sort dehors, ignorant ce qui ne va pas, et Rupto se met à vanter la beauté du paysage. Après avoir pris son courage à deux mains, la jeune fille avoue qu'elle était certaine de ne jamais être battue par un monstre, mais que ce jour-là lui a rappelé combien elle est encore faible. Dès lors, elle s'entraînera seule car elle deviendrait trop gâtée si elle restait avec lui et elle reconnaît qu'elle ne l'aurait pas réalisé sans l'avoir rencontré. La fille écureuil le remercie et promet, déterminée, qu'elle gagnera la prochaine fois.
Tenant une tasse de café, notre garçon rit en pensant que tout se résume à l'effort. Levant son verre, ils promettent de devenir plus forts avant de se revoir, mais ils ignorent qu'aussi acharné soit-il, une force peut encore les écraser d'un seul coup. Le lendemain, le protagoniste se réveille, voit le lit de Magica vide et se sent triste mais déterminé à aller de l'avant. Il se lève et part, perd ensuite la notion du temps et se consacre entièrement à l'entraînement, commençant par augmenter son niveau d'artisanat. Dans la forêt, notre garçon conclut que c'est l'endroit parfait pour trouver des minerais et en utilisant son pouvoir, fend une grosse roche en deux, révélant des émeraudes. Au fil du temps, il apprend l'attribut forgeron et comprend que la compétence d'artisanat peut aussi créer des objets. Ainsi, après avoir rassemblé des matériaux dans le donjon et les raffinant grâce à la magie du feu, le jeune homme forge enfin sa première arme de ses mains. En améliorant son épée, il acquiert aussi de nouvelles compétences, comme l'empilement double débloqué lors d'un combat contre un ver réduit en morceaux après l'attaque. De plus, pendant un affrontement contre un buffle enragé, il découvre que l'augmentation de sa compétence fausse permet de la combiner avec d'autres sorts, rendant le piège bien plus mortel. Soudain, un message apparaît, la compétence hack a été apprise. En l'analysant, le garçon réalise qu'il peut désormais déplacer la cible où il veut selon la quantité de mana investie. Sans hésiter, il déplace une pierre, juge l'attribut utile et décide d'en augmenter le niveau aussi. Le temps passe, l'hiver arrive et la rumeur se répand qu'une personne a chassé 1000 monstres à l'étage supérieur de la tour. En se retournant, deux jeunes hommes comprennent qu'ils pourraient bien être face aux responsables. Pensif, Naruto se demande si enfin on reconnaît son existence, se rappelant combien on l'avait ignoré. De retour à l'auberge, il annonce qu'il sera au donjon dès le lendemain, si bien que sa chambre restera vide un jour ou deux. La réceptionniste lui conseille d'être prudent et demande si la fille écureuil va bien. Le protagoniste raconte ce qui s'est passé et la femme avoue être inquiète puisqu'elle n'a pas vu la jeune fille depuis plusieurs jours, ce qui laisse le cœur de notre garçon tout retourné. Soudain, un jeune homme commente les chevaliers au service du pape. Le protagoniste s'enfuit en concluant que si son avenir change, celui de Magica change aussi. Le pape a peut-être déjà donné l'ordre, et ce qui n'arriverait que dans 7 ans peut se produire maintenant. À l'intérieur du carrosse, un homme mystérieux est surpris par l'énergie du garçon qui vient de passer. En arrivant à la tour, Arado utilise son aptitude de détection pour retrouver la fille. Il la repère vite et crie son nom. Surprise, la jeune fille demande comment va le garçon. Soulagé de l'avoir retrouvée vivante, il répond qu'il va bien et, interrogé sur son essoufflement, ment en prétendant qu'il faisait juste un peu d'exercice en la voyant. Ensuite, le protagoniste tend son écharpe à Magica à cause du froid, mais soudain quelque chose apparaît dans le ciel, une sphère noire qui commence lentement à grossir. Comprenant le danger, Erata lui ordonne d'évacuer les habitants de la ville. Sans prévenir, la sphère se fend et libère un effroyable démon aux yeux jaunes. Déconcerté, le jeune homme se demande pourquoi le monstre qui règne au plus haut niveau est en ville et la créature pointe un doigt en provoquant la première explosion. On découvre que son but est de semer le chaos jusqu'à ce que tout réduise en poussière. Tombé au sol, Naruto réalise qu'il ne peut pas bouger exactement comme dans le passé à cause de l'écart existentiel de puissance. Pourtant, il s'acharne de toutes ses forces à se relever, la ville sera détruite sinon. Magica rend l'écharpe, affirme que tout va bien et fonce au combat sans hésiter. Face au démon, elle charge et porte son premier coup. Observant la scène de loin, le protagoniste note que son allié est devenu bien plus forte, mais l'ennemi réapparaît au milieu de la poussière, prouvant qu'il se régénère. Déterminée, la fille écureuil dit qu'un coup plus puissant suffira, mais à son malheur, le démon disparaît et réapparaît derrière elle, la contraignant à renoncer à l'artefact. Après avoir encaissé une attaque, elle s'effondre au sol, toujours à terre. Naruto se demande si ces 8 années n'ont été qu'une perte de temps. Mais à sa grande surprise, son mana commence à réagir, montrant qu'il peut lancer de la magie sans bouger. Le démon attaque Magica à nouveau. En esquivant, elle explique que si elle est touchée, elle mourra assurément. Elle doit donc trouver comment utiliser l'artefact car infliger des coups répétés ne sert à rien. Puis l'ennemi lance une attaque qui la projette loin. Au sol, elle se demande comment on peut dégager une aura aussi puissante en rassemblant du mana. Ses pensées s'interrompent lorsqu'elle devine ce qui va arriver. La créature libère une tornade de feu et alors que la fille écureuil s'apprête à s'éloigner, quelque chose en change la direction. Le démon reste bouche bée. Visiblement, il ne l'avait pas prévu non plus, jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre. Naruto, souriant, montre qu'il a lui aussi appris de nouvelles choses et le monstre commence à tomber vers Magica, qui, quand quelqu'un l'appelle à plein poumon, comprend qu'il est temps d'utiliser son artefact.
Avec son coup nommé Magnum, elle frappe l'ennemi en plein, des trous se forment dans son corps jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Le travail d'équipe achevé, la fille l'écureuil court vers le protagoniste pour lui demander s'il va bien. Le jeune homme répond que oui, qu'il ira mieux bientôt. La jeune femme le porte sur son dos et propose de le ramener à l'auberge. Et en chemin, il parle de sa nouvelle compétence, hack, et pour la démontrer, replace l'écharpe autour du cou de son ami. Il explique qu'avec ce pouvoir, il peut dévier les attaques ennemies, bloquer leur avance ou les forcer à bouger. Pourtant, d'après lui, il était impossible de vaincre le démon seul, ce qui veut dire que celle qui a sauvé la ville, c'est Magica. La fille dit que le jeune homme mérite aussi des louanges. Le protagoniste se demande qui avait battu la créature dans sa vie antérieure, puisqu'il ne s'en souvient pas, quand soudain il remarque quelque chose et dit à la jeune femme de s'arrêter. Elle obéit, et tous deux restent très silencieux à observer un homme capuchonné et deux gardes. Complètement choqué, Haruto comprend qu'il connaît bien ce mana maléfique. Il appartient à Gamazine, le mage qui a tué Ena autrefois. En apprenant que c'est l'un des 12 généraux d'Unifonia, la fille l'écureuil réalise qu'elle connaît aussi cet homme. Plein de haine, notre garçon se prépare à attaquer, jurant qu'il faut éliminer ce mage une bonne fois pour toutes. La fille, nerveuse, lui rappelle le mal de monter de niveau et le vacarme lui dit qu'il est impossible qu'il gagne dans ces conditions. Calmé, le jeune homme acquiesce et abandonne. En bas, le mage avoue qu'il mourait d'envie d'essayer l'objet d'invocation reçu, mais l'objet était inutile. Il n'a invoqué qu'un démon de Baran, facilement vaincu. Le garde dit que ce qu'il a fait n'est pas permis dans ce pays et se retrouve suspendu en l'air par un sort. Irrité, Gamazine réplique qu'il est normal de tester un nouvel objet, donc que l'homme ferait mieux de se taire. Après avoir violemment projeté le garde au sol, il annonce vouloir retourner à la capitale pour poursuivre ses recherches, puisqu'il n'a trouvé personne ici. Regardant par la fenêtre, le mage observe le duo et est surpris de voir la fille écureuil. Activant son pouvoir, il se demande s'il doit la capturer, elle ferait un excellent cobaye, mais en se rappelant qu'il perdrait le soutien du roi en agissant dans l'ombre, il décide d'attendre encore un peu. Effrayée, Magica dit qu'elle a cru qu'on allait la tuer sur le champ, tandis qu'Haruto se reproche d'avoir pensé pouvoir affronter l'ennemi ici. Malgré tout, il promet de faire payer Gamazine pour tout la prochaine fois qu'ils se reverront. Quelques jours plus tard, le seigneur de Kinagris offre une récompense à la fille écureuil pour avoir soumis le démon, mais la négociation capote car le seigneur refuse de reconnaître le protagoniste à cause de son faible niveau de puissance existentielle. Irritée, la fille demande pourquoi les gens refusent de reconnaître la force du jeune homme. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'elle et Hana sont les seuls à ne pas suivre la règle de ce monde. Bien décidé à devenir plus fort, il dit penser aller au donjon le lendemain, mais en regardant sur le côté, il se retrouve nez à nez avec le gars roux de la guilde. En criant, celui-ci demande si le garçon se souvient de lui. Le protagoniste répond non et s'éloigne, le laissant marmonner sur sa situation lamentable. Saisissant notre garçon, il supplie qu'on l'écoute. Sa proposition pourrait profiter à tous les deux. Et voyant qu'il a enfin leur attention, il demande à rejoindre le duo. En souriant, le garçon se présente comme lion et dit être maintenant un aventurier en quête d'alliés. Haruto lève la main, le remercie mais refuse. Un héros n'est pas si utile, il sait que le type a été viré après avoir été démasqué et qu'il veut juste se faire de l'argent facile. Passant à l'offensive, le jeune homme continue de supplier, mais Magica le frappe et l'envoie valser, puis ajoute qu'elle a faim. Quelques jours plus tard, on retrouve le protagoniste en train de combattre dans le donjon et à coups rapides, il terrasse plusieurs ennemis grâce au poignard qu'il a fabriqué. Même sachant qu'on le suit, il décide de monter au niveau supérieur, mais il est pris de court par Lion qui fuit devant plusieurs loups. Avant de lancer une boule de feu, notre garçon lui dit de se baisser. Choqué, le rouquin avoue qu'il suivait le garçon sans même réaliser qu'il avait atteint l'étage supérieur. Furieux, le protagoniste hurle que cet endroit n'est pas pour les débutants et, en se retournant, rappelle qu'il n'a pas de temps à perdre avec un type comme lui. Le jeune homme s'excuse mais se fait sauvagement attaquer par un loup. Notre garçon se retourne et achève vite le monstre. Pourtant, il semble trop tard. À genoux, il confesse que s'il avait su que ça finirait ainsi, il aurait laissé le jeune homme rejoindre son équipe. Soudain, Lion se relève et demande à Haruto s'il en est sûr. Se rendant compte qu'il l'a effrayé en ressuscitant, il révèle qu'il est vampire, ces créatures soi-disant éternelles qui font plus peur que bien des monstres. Du moins, c'est ce que croyait le protagoniste. Le jeune homme assure qu'il n'est pas si différent des humains, juste un peu plus résistant et d'une certaine façon immortel. Notre garçon demande comment il a obtenu ce don, et sans entrer dans les détails, le vampire répond que c'est une longue histoire et avoue qu'il tolère bien la douleur. Questionné sur la possibilité pour des humains d'avoir ces capacités, il nie et affirme qu'il n'appartient pas à ce monde. On apprend que Lion vivait au Japon comme humain ordinaire, est mort dans un accident et s'est retrouvé réincarné. C'est ainsi que sa tolérance à la douleur s'est acquise peu après. On remonte dans le passé du jeune homme. Après sa renaissance, il croyait être le héros d'une fantaisie, mais au bout de quelques années, la réalité le rattrapa quand l'église Fortemis lança une chasse aux vampires.
Après la mort de ses parents, il fut jugé hérétique pour être immortel et on lui infligea des séances de torture en punition. Maintes fois, le petit souhaita mourir, mais il vécut cet enfer pendant 50 ans jusqu'à devenir insensible à toute douleur. Un jour, il vit une ouverture et s'enfuit de l'église. Il vécut caché pendant des centaines d'années jusqu'à arriver dans cette ville et commencer à travailler à la guilde, et l'histoire laisse le protagoniste sans voix qui s'excuse pour l'avoir raconté. Le vampire répond que ça va, mais qu'il pense encore à son désir de pouvoir sauver sa famille. C'est pour cela qu'il est devenu aventurier, il veut devenir plus fort, et en voyant combien il se ressemble, notre garçon accepte d'avoir un allié de plus. En regardant de côté, il prévient que son entraînement est rude en songeant qu'il ne peut laisser quelqu'un comme Lion seul. Après cette conversation, les leçons commencent, tandis qu'ailleurs dans le donjon, le protagoniste se donne à fond contre des fourmis démoniaques. Toujours faible, le vampire se retrouve encerclé et appelle à l'aide. Une fois les ennemis achevés, Haruto lui suggère d'arrêter de combattre comme un humain car il est bien plus fort. Alors le jeune saisit l'épée et, suivant le conseil, porte un coup brutal aux créatures. Étonné par une telle puissance, notre garçon demande quel est le niveau du pouvoir existentiel de son apprenti. Il répond qu'il est au niveau 4. Comme Magica, le duo continua d'augmenter sa force, surtout Lion qui évoluait beaucoup plus vite, rendant la conquête du donjon bien plus facile, d'autant que la figue squelette les avait rejoints. Ainsi, le trio atteignit le dernier étage où un énorme monstre fut vaincu. Surprise, la jeune avoue qu'elle n'aurait jamais cru voir le jour où il terrasserait le 90e boss, et sachant que le temps presse, le protagoniste dit que le vrai combat va bientôt commencer. Quelques jours plus tard, il règle sa note à l'auberge car sa prochaine destination est l'Académie Euphonia. Dans la capitale, le vampire et la fille squelette apparaissent et demandent si c'est vrai. Le jeune homme va quitter la ville. Notre garçon dit qu'il voulait faire ses adieux en pensant qu'il n'a qu'un an pour sauver Anna et que la prochaine fois qu'il affrontera Gamazine, ce sera un combat à mort. La fille répond qu'elle ira avec lui, elle a encore une dette à rembourser. Lion dit qu'il y va aussi, il doit accompagner son professeur. Trouvant la situation trop mignonne, Haruto accepte d'être accompagné pour le voyage. Le trio s'ébranle en chariot et, s'ennuyant, le vampire demande combien de temps il leur faudra pour arriver. Le protagoniste propose qu'il s'entraîne seul pour passer le temps, mais le jeune refuse. Magica demande quel est le plan une fois arrivé à Euphonia et, très direct, le garçon annonce qu'il va s'inscrire à l'académie. Le roux rétorque qu'il n'y apprendra rien et demande pourquoi faire. Soudain, une secousse coupe la conversation. Le cocher explique qu'une roue s'est engouffrée dans une fissure et que le voyage ne peut pas se poursuivre. En entendant qu'ils devront marcher, Lion se propose de s'en charger et Doiti, en disant que le cocher peut retourner en ville avec le cheval, soulève un morceau de terrain avec le chariot et en courant assure qu'il les mènera à destination. Après un certain temps de trajet, il demande si ça a servi, pendant que les deux sont complètement démolis dans la voiture. Le protagoniste lui colle un coup à la tête, prévient que si le jeune refait une folie, il sera viré de l'équipe, puis, voyant qu'ils sont déjà tout près de la capitale, demande aux deux de s'occuper des bagages. Le garçon s'enfuit tout excité pour retrouver Hana. On voit la jeune fille qui, tout à coup, ressent quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un qu'elle tenait vraiment à voir était proche. À côté d'elle, un jeune dit que c'est sûrement parce que l'élu de la fille est tout près. Pourtant, elle ne le saura que lorsqu'elle le rencontrera, car c'est ainsi que fonctionne le destin. Lion et Magica atteignent enfin la capitale royale et le jeune observe que la ville a une ambiance de héros. Quand on lui demande ce que ça veut dire, il explique que dans son ancien monde, un héros venait souvent dans ce genre d'endroit. Ne comprenant pas, Haruto montre où habite le roi, les demeures des nobles et l'église de Fortemis, que le vampire préfère éviter. Plus tard, à l'auberge, Haruto dit qu'il doit se préparer à l'examen d'entrée de l'Académie royale et que comme la ville a aussi un donjon et une guilde, ça ne devrait pas être trop dur. Il se précipite seul sur le lieu de l'examen, où beaucoup attendent d'entrer. Le protagoniste décide de faire un tour avant l'épreuve et en passant devant un banc se rappelle les encas qu'il partageait là avec Anna. Soudain, une agitation attire son attention. En s'approchant, il demande ce que font ses alliés là-bas. Magica répond qu'elle passera l'examen aussi pour tester ses pouvoirs. Lion lâche qu'en vrai elle veut juste être élève, et bim, elle se prend un coup. Puis le protagoniste apprend qu'il faut payer pour passer l'examen, et comme si ce n'était pas assez, aucun des deux n'a assez d'argent. Ils ont tout claqué en petites bricoles. Soudain, un coup de vent surgit et une voix commente quel vacarme font les candidats cette année. Tout le monde se demande ce qui se passe, jusqu'à ce qu'un homme au bâton apparaisse en déclarant que c'est un lieu pour gens civilisés. Notre garçon reconnaît Deutsch, le vampire se lève et s'indigne qu'on apparaisse de nulle part et qu'on use de magie sur quelqu'un. Naruto le calme et explique que cet homme est un des instructeurs. On apprend que le mage est un type désagréable qui ne s'intéresse qu'au statut et à la puissance d'existence. Il consulte la fiche du jeune et lui conseille d'abandonner et de rentrer chez lui avec si peu de puissance, il ne pourra entrer à l'académie. Remerciant pour l'attention, le protagoniste pose des pièces sur la table et réplique que seul l'examen dira s'il est reçu. Le trio s'éloigne, laissant Deutsch furieux devant tant d'audace, et dans la salle, on voit les trois s'entraîner.
Le garçon observe ses amis, heureux de les voir concentrés. L'instructeur s'approche, voit l'effort et se dit qu'il le prendra personnellement en charge pour l'épreuve pratique. Quand vient le moment, le mage annonce que ceux qui détruiront la boîte devant lui réussiront le test. On peut employer n'importe quel moyen, prévient-il, mais ce ne sera pas une mince affaire. Plus tard, plusieurs candidats échouent, y compris un garçon au marteau géant qui n'a même pas fissuré la boîte, et l'instructeur grogne que ce ne sont que des idiots, encore et toujours. C'est au tour de Magica. Dans le public, Lion l'encourage jusqu'à ce qu'elle lui intime de se taire. Deutsch trouve son nom familier et, la jugeant mi-bête, affirme qu'elle usera de force brute, ce qui ne servira à rien contre sa magie de renforcement, la meilleure du pays. La jeune femme lance le cube en l'air, puis assène un coup de poing qui le fend en deux d'un seul impact. La scène laisse tout le monde stupéfait, sauf ses amis, ravis, et l'instructeur note que le gantelet a frappé au même endroit plusieurs fois avec une vitesse et une précision incroyables, se souvenant que Magica figure sur la liste des êtres dangereux dressés par le pape. Le suivant à passer est Lion qui d'un seul coup d'épée brise non seulement le cube, mais aussi l'autel de pierre sur lequel l'objet reposait. Tenant les morceaux de la boîte en main, il demande s'il a réussi et, perplexe, Deutsch avoue n'avoir jamais vu ça, puis annonce une courte pause pour réparer la structure. Dans une pièce, un vieil homme s'interroge sur ce qui arrive aux candidats de cette année. L'un demande s'il est juste de laisser Esquelette et le vampire passer, tandis qu'un autre répond que le duo pourrait être un atout considérable à l'avenir grâce à leur pouvoir d'existence. L'instructeur acquiesce et affirme que s'il parvient à les former, ces jeunes deviendraient sans doute d'excellents élèves. Pensif, il ajoute que le vrai problème est Haruto, trop faible, qui pourrait mourir et entacher l'honneur de l'académie. Sa mission sera donc de faire échouer le jeune à tout prix. On voit que l'homme a renforcé la magie qui solidifie le cube et de retour sur le terrain d'entraînement, il annonce la reprise de l'examen. On découvre que le sort lancé par le mage rend le cube plus résistant à mesure que le candidat emploie plus de force. Mais à sa surprise, le suivant n'est pas le protagoniste. Un jeune blond commence l'épreuve, agaçant l'instructeur par son mauvais contrôle du mana. Il se rassure en pensant que le garçon au pouvoir d'existence de niveau 1 ne passera pas quand soudain des flammes jaillissent du cube et renversent le jeune. La boîte, jusque-là bleue, vire au rouge. Une tornade se forme et emporte Deutsch. Magica et Lion se demandent ce qui se passe, tandis que notre garçon comprend vite que le mana du blond est hors de contrôle. Il saute et ordonne à ses amis d'évacuer le public. Au centre même de la tornade, le mage tente de se protéger par une magie défensive, puis s'approche du garçon et remarque que son mana se vide. Des bras de vent surgissent vers Haruto, de leur registre vers lui, il crée un bouclier qui cède rapidement. Heureusement pour l'instructeur, Haruto apparaît et dit qu'il vaut mieux qu'il s'en aille avec le garçon car il gérera le bazar. L'instructeur hurle que quelqu'un comme lui ne peut rien faire et que la boîte causera une énorme explosion si on la touche sans précaution. Sans écouter, Haruto se concentre et lance sa magie. Le professeur, perplexe devant sa capacité à neutraliser le mana, le regarde et de petites coupures s'ouvrent sur la peau du protagoniste. Mais la tornade rouge se dissipe peu après. Soulagé, il récupère le cube et affirme savoir que l'homme y a jeté le sort d'Aeolose. Il ignore que, quand une magie très faible est appliquée à un tel sort, tout devient instable. Interrogé sur qui il est vraiment, le garçon répond être juste un être inférieur doté d'un seul pouvoir d'existence. Pourtant, même un être pareil peut briser le cube s'il s'en donne les moyens. N'ayant rien d'autre à faire, l'instructeur annonce que le garçon a réussi le test. Un peu plus tard, un homme félicite Lion et Naruto pour leur admission à l'Académie royale. Le protagoniste dit que l'uniforme va bien à son ami, mais seulement quand il se tait. Magica arrive et demande au marchand s'il n'a pas quelque chose de plus confortable. Elle ne peut pas bouger correctement dans cette tenue. Le garçon affirme que la jeune femme a l'air d'une noble, tandis que le vampire se moque de ses jambes fines. Ils se rendent à la caisse et apprennent qu'il faut payer 10 pièces d'or par personne. Sachant que ses amis n'ont pas d'argent, le protagoniste propose de payer, mais les deux refusent et jurent qu'ils s'arrangeront. Ils conviennent qu'il est temps d'aller chercher au plus vite une quête très rémunératrice à la guilde. Plus tard, on voit Lion outré. Le tableau n'affiche que des missions au rabais. Magica dit en avoir repéré une qui paie 30 pièces d'or. Mais il faut d'abord maîtriser le dragon de feu qui vit sur la montagne du Nord. Naruto s'avance et dit que c'est impossible. Les dragons sont des créatures légendaires, capables de détruire un pays à eux seuls. En l'expliquant, le protagoniste se souvient d'en avoir combattu un dans sa vie antérieure et d'en être à peine sorti vivant malgré son niveau 99. Le vampire juge la récompense injuste, elle ne couvre pas le risque. Interrogé pour savoir si la quête est bidon, il répond que dans ce cas, le service d'inspection aurait dû la rejeter. En y réfléchissant, le garçon conclut qu'il y a anguille sous roche et, par curiosité, décide de voir où cela mène.
On voit une femme mystérieuse écouter la conversation du trio de loin, visiblement satisfaite de ce qu'elle entend. Une semaine plus tard, Esqueletti terrasse un sanglier géant. Intriguée, elle affirme qu'ils l'ont fouillé partout et n'ont rien trouvé. Haruto dit que le soleil va bientôt se coucher, donc il vaut mieux qu'il monte le camp. Quand la nuit tombe, le groupe allume un feu de camp et se rassemble pour grignoter un peu, et le protagoniste ajoute que s'ils vendent les matériaux et les pierres magiques, ça suffirait peut-être déjà à payer les uniformes. Puis il en profite pour révéler qu'il a un cadeau. En montrant les colliers, le jeune homme explique qu'il les a forgés de ses mains et qu'il a mis tout ce qu'il avait dans le pendentif. Et Magica, émerveillée, dit qu'elle sent la puissance. Notre garçon dit que c'est pour les remercier de lui tenir compagnie et de le rendre heureux. Plus tard, les trois dorment dans la cabane, jusqu'à ce que le protagoniste se réveille, se demandant pourquoi il fait si chaud, et à sa surprise, la forêt est en feu et un dragon rouge le fixe. La bête ouvre la gueule, montrant toute sa puissance. Abasourdi, Haruto réalise que la demande de la guilde était bien réelle. Lion apparaît, choqué, et le protagoniste dit qu'il faut fuir. Même au prix d'abandonner les pierres magiques, le dragon lance une boule de feu et détruit la cabane où se trouvèrent les objets. Magica demande à son ami d'inspecter les alentours, ce qui le pousse à conclure qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre. Constatant qu'il s'agit d'une espèce inférieure, il affirme devoir vaincre des ennemis plus forts, car s'il cède à la peur, il ne pourra pas sauver Anna. Le garçon lance le sort coupe d'eau, décidé à exploiter la faiblesse de la bête, mais la créature se protège par un bouclier. Lion et la fille écureuil chargent, et comme elle est plus rapide, la fille parvient à frapper l'ennemi d'un coup de pied à la tête pour découvrir que les attaques physiques n'atteignent pas les écailles. Le vampire demande à la jeune femme de continuer à distraire le monstre pour qu'il puisse frapper de son épée, mais le plan tourne mal et il est obligé de s'enfuir pour ne pas se faire griller. En y réfléchissant, notre garçon trouve très étrange que l'ennemi ait soudain changé de cible. En criant, il demande à son ami de se laisser frapper pendant qu'il atténue la force du coup avec sa magie. Même terrifié, le garçon décide de faire confiance à son maître et à deux mains tente de ne pas se faire écraser. Furieux, le dragon se met à rugir. Le protagoniste avertit Magica que le point faible de la créature est sous le menton. Ayant compris, la fille des écureuils bondit et porte un coup fatal en utilisant tout son pouvoir. Déterminée, elle dit que le combat s'arrête là, mais soudain elle se fait frapper par la queue de la bête et tombe brutalement au sol, laissant les garçons inquiets. Heureusement, le collier qu'Haruto lui a donné fait son office et atténue l'impact de la chute. Le dragon profite de l'occasion pour écraser la fille écureuil, mais il réalise vite qu'elle a disparu, comme les autres, grâce au protagoniste qui a utilisé son pouvoir pour les emmener dans une grotte souterraine. Lion dit qu'il ne savait pas que l'attribut tombe pouvait s'utiliser ainsi, puis demande des potions de soins, mais le héros répond qu'elles ont toutes été détruites quand la cabane a pris feu. Ru apparaît et montre qu'en réalité il a réussi à attraper une fiole. Après avoir bu la potion, Magica se réveille enfin et s'excuse d'avoir baissé sa garde. Le garçon lui demande de rester là pendant qu'il gère le dragon. En désaccord, la jeune femme dit que le fardeau serait trop lourd s'il sortait dehors avec seulement le vampire. D'accord, le protagoniste répond que dans ce cas, ils doivent élaborer une stratégie. Plus tard, on voit le garçon aux cheveux rouges traiter la créature de grosse lézarde histoire de remplir son rôle et distraire l'ennemi pendant 1 minute. En brisant un arbre en deux, il affirme qu'il n'est peut-être pas si rapide, mais qu'avec sa force, il ne cédera face à personne. Le dragon pulvérise vite le tronc, mais d'autres surgissent au milieu des flammes, le forçant à utiliser ses pattes pour se défendre. Haruto dit qu'il en a fini, puis Lion jette un énorme rocher faisant s'envoler la créature qui tombe dans le piège magique. Utilisant sa compétence multi-hack, notre garçon immobilise son adversaire. C'est au tour du vampire d'agir de nouveau. S'approchant de Magica, il lui demande de ne pas abandonner maintenant. Puis le garçon propulse la demoiselle écureuil vers le haut. Bien placée, elle active son artefact et porte son coup magistral. Le dragon ouvre la gueule et se protège avec ses flammes, sans se rendre compte qu'il vient de rendre son point faible encore plus visible. S'élançant avec son épée, Lion s'approche et assène un coup décapitant. Victorieux, le trio se fait un high five. Le vampire demande s'il peut désormais se présenter comme tueur de dragons et Haruto répond oui car la frappe était parfaite. Magica dit qu'elle ne peut accepter que le jeune homme ait laissé le vampire achever la bête. Pourtant, elle le félicite aussitôt, prétendant qu'il n'a dit ça que pour les taquiner. Soudain, tous les trois commencent à ressentir une douleur en montant de niveau. À 8 niveaux encore, le héros s'appuie sur ses amis et dit que s'ils s'évanouissent, ils se réveilleront dans le ventre d'un monstre. Pour l'éviter, il monte un mur de pierre et demande à Ru de faire le guet pendant qu'il se repose et regarde la lune. Le matin suivant, Haruto se réveille et se retrouve nez à nez avec la pierre magique du dragon. En lassant la petite limace, il la remercie pour toute son aide. Lion et Magica se réveillent aussi et, choqués par la taille de l'objet, comprennent que ce n'est pas fini. Haruto explique qu'il y a plein de choses à garder pour prouver qu'ils ont battu le dragon. À la dague, il se met à l'ouvrage et précise que tout peut servir. Les écailles pour l'armure, les griffes transformables en épée. Sans parler de l'œil qui se vend très cher, mais le matériau le plus rare reste le cœur. Sa vue fait s'évanouir le vampire écœuré.
pleurer. Curieuse, la fille écureuil demande comment utiliser le cœur et le héros dit que, conservé 3 ans, on peut en faire une potion de revitalisation capable de ressusciter des créatures non humaines. Après avoir démonté le dragon, il annonce que l'argent ne sera pas un souci pendant un moment. Lion propose une compétence d'inventaire pour tout transporter vu qu'elle permet de stocker en espace interdimensionnel, sachant que ça n'existe pas dans ce monde. Haruto dit qu'ils doivent prendre ce qu'ils peuvent et rentrer. Mais à sa surprise, Rudo apparaît et lui tend un sac qu'il gardait dans son propre corps. Un peu choqué, le jeune homme demande si la petite bête peut porter tout le matériel. La créature ouvre la gueule et aspire tous les objets, prouvant qu'elle est l'inventaire lui-même. Le protagoniste se met à pleurer en repensant à toutes les fois où il a dû choisir quoi emporter. La mystérieuse femme d'avant, cachée derrière un arbre, entend tout et murmure que l'oracle divin avait bien raison, impatiente de voir la suite. Quelque temps plus tard, à la guilde, Lion présente les matériaux et affirme que son groupe a vaincu le dragon de la quête. La réceptionniste réplique qu'il existe plusieurs moyens d'obtenir ces objets, par exemple aux enchères, et qu'elle ne peut donc pas verser la récompense. Furieux, le vampire hurle que ces matériaux ne sont pas d'occasion. Pendant ce temps, Haruto médite sur l'impossibilité d'échapper au destin. Dès qu'une action essaie de le contourner, une interférence surgit aussitôt. À voix haute, il dit que même si c'est honteux, mieux vaut abandonner et essayer de vendre les objets pour obtenir l'argent. Soudain, une mystérieuse jeune femme apparaît et affirme que le trio va trop loin. Lorsqu'on lui demande qui elle est, elle se présente comme Citri Justice, la future tête de la famille Justice. Le vampire ordonne à la jeune femme de ne pas se mêler de ça et se fait traiter d'idiot sur le champ. Haruto tente de calmer son ami, conscient qu'il a affaire à quelqu'un du département de la vérité, rattaché aux 12 généraux de Phonia. La jeune femme examine une griffe du dragon, voit que le liquide rachidien est encore frais et confirme que ce n'est pas du matériel d'occasion. La réceptionniste change vite d'avis et décide d'acheter le tout. En s'approchant du protagoniste, Justice dit qu'elle meurt d'envie de voir son avenir. Quelque temps plus tard, Lion est aux anges, tenant un sac contenant 150 pièces d'or. Pensif, notre garçon se demande pourquoi la jeune femme lui a chuchoté ça à l'oreille, et si c'est parce qu'elle connaît son plan qu'il mijote depuis 10 ans. À l'auberge, il conclut qu'il n'a pas le temps de changer de cap, il devra donc continuer. Ailleurs, on voit Citri en plein duel à l'épée. Après avoir vaincu son adversaire, un jeune homme proclame sa victoire et demande si quelque chose se passe car elle semble pressée. Souriante, elle dit enfin avoir trouvé le faible. Grâce à la requête d'asservissement du dragon, on découvre que dans ce monde, on croit que le seul capable de terrasser un dragon seul est le faible, celui qui causera la catastrophe et sera considéré comme l'une des nouvelles menaces dangereuses. Justice explique qu'en affrontant le jeune homme, elle a pu voir son esprit et qu'elle exposera la vraie nature du garçon à tout le monde. Un autre jour, à l'école, tous les élèves se rassemblent pour l'affichage des classes. Rion voit son nom sur la liste et réalise qu'il est en classe C. Le vampire, confus, écoute pendant que Magica explique que les notes de leur ami étaient déplorables. Piqué au vif, l'homme demande alors dans quelle classe la fille est allée. Les yeux étincelants, elle répond qu'elle va en classe A, la meilleure de toutes. À ce moment, Alto lâche qu'il a été placé en classe D, ce qui fait éclater de rire son ami par terre qui demande ce qui s'est passé à l'examen. Le héros explique que peu importe ses bonnes notes, sa présence magique n'est qu'une étoile, ce qui change totalement l'ambiance. Haruto se contente de dire que sa vie scolaire n'a pas d'importance et que tant mieux. Après la conversation, le trio se dit au revoir et le protagoniste se dirige vers sa salle. Il tente de se rappeler ce qui se passera quand il ouvrira la porte, puis il l'ouvre. Dans la classe, un élève se plaint d'avoir raté ses entraînements de magie de l'eau. À ce moment-là, le garçon et ses camarades repèrent le héros et le traitent de paysan et d'élève inférieur. Faisant semblant d'être aimable, le protagoniste sourit et souhaite bonne chance à son camarade pour l'entraînement. Soudain, un des garçons lance un sort d'eau vers le héros qui annule rapidement l'attaque avec sa magie défensive. Impassible, Haruto pense simplement que dans sa vie antérieure, ce sort avait une allure incroyable. Un élève est choqué tandis qu'un autre affirme que le nouvel arrivant doit porter une armure magique volée. Excité, le garçon se prépare à utiliser sa magie du feu mais le protagoniste s'en moque. Tout change pourtant quand il voit une fille entrer en classe. Pour la protéger, le héros se précipite vers sa camarade, finit par asséner un coup puissant contre le mur et prévient que lancer des sorts offensifs en classe est dangereux. Après cette réprimande, il se retrouve face à face avec Anna et s'approche pour lui expliquer que quelqu'un utilisait de la magie et qu'elle n'a pas à s'en inquiéter. En s'éloignant, le protagoniste se met à pleurer en se répétant qu'il ne doit pas s'impliquer avec elle. Il sait qu'il ne lui reste plus que 5 ans à vivre et qu'il la laissera encore une fois seule. À présent, il ne reste que 4 mois avant la mort d'Anna et en y pensant, Haruto se promet de la protéger. Anna est née héritière et ses parents lui ont offert une éducation d'élite pendant son enfance.
Cependant, un jour, elle surprit son professeur en train de dire que son élève n'avait aucun talent. L'homme explique que la petite fille a 4 étoiles de présence, mais qu'en revanche, elle n'a rien sur quoi construire. Sans mâcher ses mots, le professeur affirme simplement que son élève est incompétente. En l'entendant, Anna s'est acharnée pendant 10 ans, mais elle a toujours échoué. Son niveau n'a jamais augmenté, et de ce fait, elle a fini par être abandonnée par tout son entourage, y compris son propre père. Elle n'a pu intégrer cette école que grâce à une faveur politique liée à son nom de famille. En traversant les couloirs, la blonde pense que personne ne doit la voir et que son but est de masquer sa présence. En entrant en classe, Hannah se remémore quand sa mère lui expliquait ce que veut dire avoir une âme sœur. À cet instant précis, le héros apparaît et elle comprend aussitôt que ce garçon est son âme sœur. Un peu plus tard, en cours d'arts martiaux, le professeur annonce qu'il expulsera quiconque n'est pas motivé. Alto s'entraîne au poignard quand soudain le professeur tente de le frapper, mais le héros parvient à esquiver. Surpris, le garçon interroge son maître. L'homme lui demande alors de lui remettre son poignard et s'étonne qu'il possède un rang si élevé et une arme si rare. Le protagoniste l'avait obtenu en terrassant un dragon, mais c'est un secret qu'il ne peut dévoiler. Le professeur se contente d'avertir que s'appuyer sur une arme n'améliorera pas les compétences et qu'il gardera l'arme jusqu'à ce que le niveau du garçon augmente. Voyant cela, les camarades murmurent que le professeur Levanti est un aventurier de rang A au regard impitoyable. Soudain, l'homme fonce sur le garçon de toutes ses forces, lui demandant pourquoi il met tant de temps à répondre. Le héros parvient vite à esquiver les attaques de Levanti et le professeur commente qu'il a du cran et beaucoup de chance. Sur ce, l'homme propose un défi. S'il ne touche pas l'élève, ne serait-ce qu'une fois, l'élève pourra garder le poignard. En regardant autour de lui, le protagoniste juge que ce n'est pas très professionnel, comme si le professeur abandonnait le cours. Sans perdre de temps, l'homme se jette à l'assaut et prévient qu'il profitera de l'occasion, même si son élève est un roturier. Pourtant, le héros esquive toutes les attaques du professeur et voyant l'adresse du garçon, Levanti se dit que ce n'est qu'un gosse chanceux. Prêt à tout, l'homme utilise sa magie du vent pour attirer l'élève vers lui. Malgré l'effort, le protagoniste parvient encore à esquiver et au même instant, les autres élèves se mettent à acclamer le professeur jusqu'à ce que l'homme relance sa magie du vent, forçant le héros à s'enfuir grâce à une foulée foudroyante. En un instant, Alto bondit dans un arbre façon éclair jaune. Agacé, le professeur se demande pourquoi il ne peut pas toucher ce morveux et affirme qu'il ne s'est pas échappé avec succès, puis remarque que la chemise du garçon est déchirée et déclare que ça compte comme sa victoire. Surpris, le héros se dit intérieurement qu'on ne l'a absolument pas touché. Alto prétend que la déchirure vient de la pression du vent magique, mais le professeur parle d'une fausse accusation et 2 élèves présents jurent avoir vu le professeur toucher le garçon. Nerveuse, Hannah comprend que tout cela est un mensonge. Les mouvements du héros étaient bien trop rapides pour être suivis. Tendant la main, le professeur exige qu'on lui remette le poignard du dragon, mais Magica intervient, affirme avoir tout vu et assure qu'aucun doigt ne l'a touché. La fille en vient même à se demander si cet homme est vraiment un professeur. À cette remarque, Levanti commence à s'agiter, craignant d'avoir des ennuis s'il conteste, et finit par dire que l'homme bête doit avoir raison puisqu'il possède une vision spéciale. Magica dit alors à son amie qu'elle ne laissera pas ce type s'en tirer, même si ce n'était qu'un jeu, et Alto la remercie. Avec un sourire amical, Levanti propose qu'il recommence, utilise vent tranchant et explique que c'est une technique de haut niveau qui enveloppe sa main de magie. Rapidement, l'homme bondit vers la cible, mais le héros parvient à esquiver. Cette magie, en plus d'augmenter la portée, disperse aussi des lames de vent, et dans sa tête, le professeur se dit qu'il n'aurait aucun problème, même si le garçon mourrait, puisqu'il n'est qu'un roturier. Le héros concentre alors toute sa vitesse au maximum, attend le dernier instant, et sans difficulté parvient à esquiver toutes les lames de vent. Agacé, le vent se demande si cet élève n'était pas simplement un inférieur doté d'un pouvoir de présence à une étoile. Il se demande s'il n'existe pas un humain capable de surpasser le pouvoir de présence, mais change vite d'avis en se disant qu'il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Sur ce, l'homme ramasse une épée par terre et se précipite sur le garçon en se répétant qu'il ne peut pas se permettre de perdre. En voyant que l'homme ramassait l'épée, le protagoniste se contente de le traiter d'incapable. Malgré tout, le garçon reste calme. Le cours se termine bientôt, il lui suffit d'esquiver, mais les 2 élèves affirment que le héros doit tricher et exigent qu'il joue franc jeu. Les 2 lui attrapent les jambes en criant au professeur que c'est sa chance. L'homme se rue alors sur le garçon avec son épée, mais le protagoniste fait son pas foudroyant, esquive et parvient même à envoyer l'épée valser. Résultat, le professeur finit la phase dans une flaque de boue, et voilà comment se termine le cours. Alto enchaîne en disant que cet homme était aveuglé par la cupidité et son énorme ego. Après la leçon, l'épée retombe près du visage de son adversaire qui en reste terrorisé. Le héros se tourne alors vers un camarade et, le sourire amical aux lèvres, lui demande de lâcher sa jambe. Ce qu'il fait, en sortant, les élèves marmonnent que le professeur Levanti était incroyable. Frustré, le protagoniste réalise que ses actes ne restent dans la mémoire de personne.
En observant ses camarades, il ressent de nouveau la puissance de la magie qui enveloppe ce monde. Soudain, Magica apparaît et lui donne un coup de poing au bras. D'un regard menaçant, elle lui reproche d'être bien trop négligent et de se laisser surprendre dans le dos. En plus, son ami le prévient qu'en punition, il devra suivre son entraînement après les cours. De loin, Anna ne fait que regarder la scène. En fin d'après-midi, la blonde s'entraîne à l'épée en bois en se demandant pourquoi personne n'a félicité Alto. La blonde admet que le professeur était incroyable, mais se demande si elle est la seule à avoir vu que le héros avait un net avantage. Elle a même remarqué, incroyable mais vrai, qu'il fermait les yeux plusieurs fois et comprend qu'elle ne pourrait pas l'imiter. Frustrée, la blonde demande si c'est parce qu'elle n'a aucun don. Anna préfère cesser de s'emballer et se concentrer sur l'entraînement, mais elle finit par se blesser à la main avec l'épée et se met à pleurer en répétant qu'elle voulait devenir forte. Soudain, le héros entre dans la salle d'entraînement. Maladroit, le protagoniste s'excuse en expliquant que le panneau occupé n'était pas visible, mais la jeune fille l'appelle et lui demande s'ils peuvent parler un instant. Elle se présente comme le colonel Anna et dit que le jeu de jambes du garçon était incroyable puisque personne d'ordinaire n'avait réussi à échapper à l'instructeur ainsi. Curieuse, la blonde lui demande comment il est devenu si fort. En même temps, le héros commence à s'angoisser face à toute cette situation puisqu'il ne lui reste que 5 ans à vivre et il ne veut pas la blesser plus tard. En s'éloignant, le protagoniste se contente de répondre qu'il a sans doute réalisé cet exploit grâce à son entraînement. Soudain, la colonelle attrape la main d'Haruto, le laissant complètement perplexe. Réalisant son geste, elle se retire et gênée s'excuse. Le héros la regarde simplement, songeant qu'elle n'a pas changé du tout. Allant droit au but, la blonde demande si le garçon peut l'entraîner. Elle explique qu'elle n'a jamais réussi à progresser malgré d'excellents professeurs et que beaucoup ont déjà abandonné avec elle. Courageuse, elle affirme vouloir être formée par lui. Nerveuse, Hana s'excuse et demande si elle le dérange. À ce moment-là, le protagoniste regarde ses mains blessées et comprend que, sur ce point, il n'y a aucune relation entre eux. Ne sachant qu'elle voit choisir, le héros tend simplement la main et dit qu'il fera ce qu'il peut pour l'aider. En entendant cela, elle est émue et le remercie, jurant de faire de son mieux. Soudain, quelqu'un crie qu'il a tout entendu. C'est Rion qui observait la conversation. Il se présente vite à la jeune fille. Magica se présente aussi en donnant son nom et la blonde lui demande alors si elle est de la famille royale. Elle confirme. En entendant cela, Rion est perplexe et son compagnon se contente de remarquer qu'elle n'avait jamais dit ça auparavant. En évaluant la situation, le vampire demande si quelqu'un comme elle pourrait être de la royauté. Agacée, la jeune fille lui colle une bonne leçon. Apeurée par la scène, Hana demande s'il faut l'arrêter, mais le héros explique que Rian est plutôt coriace et que tout ira bien. Le garçon explique que son ami était très faible au début, mais qu'il peut maintenant même se défendre contre Magica. Quelques jours plus tard, aux abords de Phonia, le groupe se retrouve et commence à explorer la forêt. À un moment, Magica demande quel est le pouvoir d'existence de la nouvelle recrue et elle répond qu'il est de 4. Elle précise toutefois qu'elle n'a aucun don particulier et que, de ce fait, son niveau est resté stagnant. À cela, les deux membres du groupe s'étonnent et demandent si ce n'est pas impossible, ce qui rend la blonde mal à l'aise. Alto prie son ami vampire de se calmer, mais celui-ci rétorque que c'est en réalité quelque chose d'incroyable. Rion explique qu'on compare souvent un don à un talent pour grandir, mais qu'on peut le voir autrement. Il lui demande ensuite si son mode de vie n'est pas entravé. L'homme affirme que ne pas avoir de don signifie qu'on peut choisir sa propre voie. À l'entendre, le héros réalise que son ami a raison. Ému, Hana confie que c'est la première fois qu'on parle ainsi de son absence de don. Naruto, ébahi, dit que c'est si beau qu'il n'arrive pas à croire que ça vienne de Rion. Plus tard, le groupe arrive enfin à la dernière partie de la forêt. Curieuse, la blonde demande quel entraînement ils vont faire et si ça implique quelque chose avec des arbres. Le héros, souriant, répond simplement que ce sera du combat pratique. Il annonce que maintenant la jeune fille affrontera de vrais monstres, ce qui l'effraie. Le colonel objecte qu'il est impossible de combattre un monstre maintenant puisqu'elle n'est que niveau 1, mais le héros se contente de dire qu'il ne la laissera pas se blesser. À ce moment, plusieurs gobelins apparaissent sur les lieux, le groupe devient sur ses gardes et Magica remarque que le chef n'avait pas besoin d'attirer un si grand nombre de gobelins. Alto, lui, assure qu'il a un plan et le chuchote à ses deux partenaires. Après l'avoir entendu, les deux acquiescent. Le groupe engage alors le combat et les 3 plus expérimentés se ruent vers les ennemis. Magica esquive rapidement une attaque et fait remarquer qu'il serait inefficace de les éliminer un par un. Sur cette idée, la jeune fille effectue un immense bond et écrase plusieurs adversaires à l'atterrissage. Pendant ce temps, le héros use de sa magie pour s'occuper des monstres. Sans hésiter, il déclenche son attaque et terrasse facilement plusieurs gobelins. De loin, la blonde observe simplement la puissance de chacun et s'exclame que c'est incroyable. Mais un gobelin caché dans les buissons surgit derrière la débutante pour l'attaquer. Vite, Alto se place devant pour la protéger et achève la bête sans pitié.
Inquiet, il demande si la jeune fille a été blessée, et elle répond que non. Pendant ce temps, Rion finit par se faire capturer par les gobelins. Tombé à terre, il appelle au secours. La jeune fille, à son tour, appelle le héros qui répond qu'il ne peut pas aider car il est occupé. Il demande immédiatement à la recrue de sauver son amie, ce qui la laisse très bouleversée. En voyant ça, le héros lui dit que ce n'est pas grave, elle peut attaquer par derrière, une stratégie sûre. Le protagoniste sourit, tout se déroule selon son plan. Son plan était d'utiliser le pouvoir de Rion pour attirer l'attention de tous les gobelins indéfiniment. Ainsi, la recrue pourrait en éliminer au moins un toute seule. Naruto comprend que lui et Magica géreront le reste et que l'essentiel est de voir si Aang a le courage d'affronter un monstre. L'épée à la main, la jeune fille se met à trembler puis s'efforce de se rappeler tout son entraînement pour agir. Elle fonce et atteint un gobelin, mais sa frappe est bien trop légère pour l'achever. Face à sa faiblesse, la recrue s'énerve car elle n'arrive pas à protéger son amie. En pleurs, elle se demande pourquoi elle est si faible. À ce moment, le héros interpelle Colonel pour lui dire qu'il croit en elle. Ces mots lui donnent un peu de confiance. Elle se rue alors sur le gobelin en se répétant qu'elle trouvera le courage d'être forte tant qu'Alto sera à ses côtés. La blonde assène une nouvelle frappe avec son épée. Ce coup ne suffit pas, alors elle attaque encore. Du haut d'un arbre, un des gobelins décoche une flèche qui la touche pendant qu'elle est distraite. Mais Magica intervient et renvoie la flèche contre l'ennemi. À cet instant, Anna se prépare au coup final. Elle bondit et porte un coup précis au gobelin, l'achevant. Après toute cette adrénaline, elle commence à perdre connaissance, mais Alto la rattrape. Colonel s'excuse et dit qu'elle a des vertiges. Le héros réplique que ses nausées arrivent avec la montée de niveau. À l'entendre, la fille n'en croit pas ses yeux et se met à pleurer à chaudes larmes. Le protagoniste sourit, sachant qu'elle attendait ça depuis 15 ans. Pour rompre l'ambiance, Rion demande combien de temps il doit encore rester allongé comme ça. Voyant le rouquin complètement amoché, Colonel lui demande s'il va bien, et il répond que ses attaques ne le chatouillant même pas. Rion explique alors que c'était un plan pour l'aider à trouver son courage. Le héros propose une pause pour que la recrue se calme, mais elle refuse et demande à continuer. Alors le protagoniste fait appel à Q, lui remet l'épée longue en os de dragon et précise que c'est une arme qu'il a forgée spécialement pour elle. Hanada est fascinée par la beauté de la lame. En se retournant, la jeune fille lui aperçoit plusieurs gobelins qui approchent. Plus sûre d'elle, l'héroïne fonce sur les ennemis avec sa nouvelle épée et d'un seul coup, elle fend le sol en deux. Surprise, la blonde explique qu'elle ne peut pas maîtriser une épée aussi incroyable. Le héros lui répond que les outils finissent par forger celui qui les porte et que cette lame la rendra encore plus forte. Il sourit, lui demande de croire en elle et annonce qu'il augmentera progressivement le nombre d'adversaires. Ainsi, Hana poursuit son entraînement, éliminant plusieurs gobelins à travers la forêt. Un peu plus tard, le protagoniste lui demande si elle s'est blessée, elle a bien bossé, mais elle répond qu'elle va très bien. Curieux, il lui demande de combien son niveau a augmenté et la blonde vérifie ses stats. En voyant le résultat, l'héroïne et Alto restent bouche bée. Elle est niveau 31 et a obtenu l'œuf du héros, le gift. Le héros et le vampire sont déconcertés, ils n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, Magica est troublée et se demande si Anna n'était pas justement la personne qu'elle cherchait depuis tout ce temps. On explique que dans ce monde, il y a 6 piliers des dieux. Le premier est Largo qui préside la guerre, Diatonique qui préside la vie et la naissance, Zamatis qui préside la technologie, Gnisus qui préside les âmes et le destin, et Fortémis qui préside la justice et l'ordre. Le 6e pilier, lui, concerne la divinité principale de la tribu des écureuils, Amano Irioja qui préside la nature. Magica c'est la princesse de cette tribu et c'est pourquoi elle a reçu un oracle divin d'Amano Irihoja conjointement avec le héros qui transformera ce monde. Ainsi, on lui confia la mission de retrouver le porteur du gift et d'en faire son bras droit. Elle s'y emploie depuis que la jeune fille a rencontré Alto et voyage à ses côtés. Et maintenant, la fille comprend qu'elle a enfin trouvé l'héroïne recherchée. La noble pense que le fait qu'elle soit encore un œuf est l'œuvre du dieu Fortemis. On dit que l'église de Fortemis compte le plus grand nombre de fidèles au monde et qu'elle influence ainsi le royaume de Phonia où se trouve le groupe. Pour protéger la justice et l'ordre, l'église éliminerait toute existence qui lui serait gênante. Magica émet l'hypothèse que le don de Hana a été scellé parce que très probablement ce pouvoir faisait obstacle à Fortemis. Pour compléter la théorie, la fille écureuil pense aussi que c'est Alto qui a brisé le sceau. Elle en conclut qu'il était donc juste de suivre le garçon et que désormais elle devrait pouvoir faire éclore cet œuf. Soudain, le protagoniste l'appelle et lui demande si elle a la moindre idée de ce que peut être cet œuf. Magica répond qu'elle n'en sait rien car elle juge qu'il est encore bien trop tôt pour le dire. Changeant de sujet, la nouvelle demande si elle peut rentrer, l'aube étant déjà levée. Elle dit que son majordome va s'inquiéter et Alto acquiesce en disant que son niveau a déjà suffisamment augmenté. À cela, la fille remarque qu'elle a une requête pour le héros. D'une voix embarrassée, elle l'invite chez elle. Alto accepte alors et précise qu'il vaudrait mieux qu'il explique lui-même la raison de son retard.
À cet instant, le héros se souvient que dans sa vie antérieure, il avait raccompagné Anna chez elle et que le majordome s'était beaucoup fâché parce qu'elle s'était blessée. Un peu plus tard, les deux arrivent au manoir et Alto trouve la maison magnifique, bien qu'il l'ait déjà vue maintes fois. La colonelle explique que le premier chef de sa famille fut l'un des fondateurs du royaume de Phonia. Tous les chefs qui se sont succédés après cet homme furent remarquables et ont tenu divers rôles importants dans le pays. Le garçon demande si elle leur succédera et la nouvelle répond qu'elle le fera. Elle dit que c'est pour cela que son incompétence pose un si gros problème. Quelque temps plus tard dans la pièce, la fille demande au héros de l'attendre un instant. À ce moment, le protagoniste regarde de côté et remarque que le majordome qui se cachait peut sortir maintenant. En se présentant, l'homme dit s'appeler Klein, qu'il est majordome en chef de la famille de la colonelle et qu'il s'est permis de l'observer. Alto demande alors si le majordome a des affaires à régler en privé et celui-ci réplique que la vive intuition du jeune homme est fort utile. Allant droit au but, Klein demande quel est le but du héros en se rapprochant de Lady Anna. L'homme fait remarquer qu'il y a environ 30 camarades dans la classe D et veut savoir pourquoi le jeune l'a choisi elle, précisément. Alto comprend qu'il ne peut prétendre à une simple coïncidence puisque la famille du colonel est de la plus haute noblesse. En réponse, le héros dit qu'il s'est senti proche de la jeune fille parce qu'elle n'a aucun don. Il explique que son pouvoir n'est qu'une étoile et que de ce fait, il comprend les sentiments de ceux qui n'ont rien. Entendant cela, Klein conclut que le jeune a dû endurer bien des épreuves. Le majordome, en servant le thé, ajoute que la dame sourit davantage ces derniers jours et que c'est sûrement grâce au maître Alto. Souriant, l'homme le remercie pour cela. Changeant de sujet, Klein demande quel type de relation le héros souhaite entretenir avec Anna à l'avenir. À cet instant, le protagoniste se remémore les moments partagés avec sa bien-aimée. Cependant, il répond qu'il espère simplement qu'ils resteront de bons amis. Sur ce, le majordome fait tomber le thé en traitant le jeune d'impudent. L'homme, un couteau à la main, le traite de simple paysan et lui ordonne de ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. L'homme affirme que cette relation est absurde et met en garde le garçon contre toute nouvelle implication avec Lady Anna. Le héros, dans sa tête, est déstabilisé par ce brusque changement d'attitude du majordome, exactement comme dans sa vie antérieure, quand il avait fini par blesser Hannah et irriter cet homme. Il comprend que c'est comme si les émotions étaient manipulées par quelque chose d'invisible, le pouvoir de la loi magique imposée à ce monde par Fortemis. Le protagoniste sait que se taire serait une grave erreur car ce serait répéter sa vie passée. Sur ce, le garçon disparaît du canapé en un instant. De loin, il demande pourquoi il n'a pas le droit de se lier à mademoiselle Hannah. En réponse, le majordome rétorque que fréquenter un paysan est vu comme une perte de dignité par la maison ducale. Il ajoute que le jeune n'a qu'un pouvoir d'existence de niveau 1 et demande s'il existe moins digne que lui. Haruto réplique que celui qui perd sa dignité, c'est cet homme. Le garçon explique que mademoiselle Hannah s'est renforcée à l'entraînement et qu'elle obtiendra un bon classement en classe D. Indigné, le protagoniste demande ce que le majordome a fait pour la fille pendant ces 15 années. Elto réplique qu'aucun d'eux n'a rien fait. Elle laisse rester au niveau 1 tout ce temps sans chercher à gagner en puissance et se contentant de faire bonne figure. Rapidement, le héros se met d'un bout à l'autre de la pièce. Il affirme qu'il y a 5 majordomes ici. En exhibant ses armes, le jeune homme observe que Klein paraît le plus fort, mais que même la force de tous réunis reste limitée. Le garçon demande alors comment tous les majordomes arrêteraient le combat si celui-ci éclatait. Il se demande si les majordomes pourraient l'immobiliser avec la dignité d'Uckle ou un truc dans le genre. À ce moment-là, la colonelle entre, s'excusant du retard et dit qu'elle montrera le chemin à travers la maison. La noble demande pourquoi le majordome est dans la pièce. En souriant, le héros répond qu'ils discutaient tous les deux. En se levant, le garçon espère revoir le majordome et l'homme acquiesce. En descendant le couloir, le protagoniste réalise que les gens pourraient le juger comme s'il avait des intentions hostiles envers la maison d'Uckle. Il en conclut que c'était le seul moyen de faire ressentir à tout le monde ce sentiment d'urgence, car dans la tragédie de sa vie passée, tous avaient été anéantis et la situation aurait été différente s'il avait été préparé. Soudain, Anna appelle son maître et remarque qu'il est rare de le voir aussi distrait. Puis la jeune fille ouvre la porte pour montrer la pièce. Le héros est surpris car, dans sa vie antérieure, au mieux, il n'avait pu qu'entrer dans la salle de réception. Pourtant, la fille précise que c'est en fait sa chambre. Elle ajoute que chez les nobles, il est d'usage d'inviter ses proches dans sa chambre et qu'elle l'a fait pour lui témoigner sa gratitude. Haruto explique que la jeune femme s'est battue pour devenir plus forte et qu'il n'a fait qu'un peu. En entendant cela, la colonelle sourit, disant qu'elle savait déjà qu'il répondrait ainsi, mais son expression change soudainement, comme si elle voulait avouer ses sentiments. Réalisant la situation, le héros se souvient qu'autrefois, Anna avait été celle qui lui avait avoué son amour, lui demandant de sortir avec elle. Malgré ce désir, le protagoniste comprend qu'il ne peut pas accepter dans cette vie. Il sait que s'il répond oui, il s'attacherait et commencerait à rêver d'un avenir heureux et la tragédie pourrait alors se répéter.
Nerveux, le garçon se dit qu'il doit refuser pour son bien. La colonelle prend son courage à deux mains, les yeux fermés, elle demande si le héros ne veut pas devenir sa meilleure amie. Cette confession laisse le protagoniste sous le choc. En entendant ça, Alto tombe à genoux, tout tremblant, sûr qu'elle allait avouer. La blonde, confuse, le regarde, puis soudain, le garçon se relève et s'annonce qu'il accepte la proposition. La fille devient très heureuse et le remercie. Le colonel avait songé à demander au héros d'en faire son amoureux, mais elle comprend qu'il n'y a pas lieu de précipiter les choses. Déjà près de la sortie, la blonde le remercie pour tout. En marchant dans le couloir, quelque chose attire l'attention d'Haruto, une épée qui brille. Le colonel explique qu'il s'agit d'une lame forgée dans un minerai rarissime nommé Orochalcum, dite faite pour le premier chef de la famille après la guerre des dieux. La noble ajoute que c'est un héritage familial que personne n'a su utiliser à ce jour. Une sorte de restriction a été placée sur l'épée, une limite pour combattre afin de protéger ce qui compte dans le monde, ce qui l'a rendu inutilisable lors de la fondation du pays. Naruto réplique que la raison, c'est que protéger son propre pays empêche de protéger ce qui est important pour d'autres nations. Changeant de sujet, la blonde l'invite à rester dîner, mais le héros décline. Haruto explique que rester dans cette maison jusqu'à la nuit poserait problème car il est roturier. Avant de se dire au revoir, le protagoniste s'approche de la fille et lui murmure qu'à partir de maintenant, ils sont meilleurs amis. En partant, le héros réalise qu'il ne reste plus que 7 heures avant la mort d'Anna. Quelque temps plus tard, il arrive à l'auberge et demande à Ru si les pierres magiques ont été vendues. Le Slim se contente alors de lancer des pièces dans la pièce. Ravi des ventes, le garçon dit qu'il doit demander à Magica et aux autres de passer voir Anna. Le héros demande ensuite à son ami d'aller cette nuit chez Rion ou chez Magica. Il a quelque chose à faire seul. Soudain, la mascotte éclate en sanglots de désespoir, râlant qu'ils n'ont pas eu un moment seul tous les deux récemment. Plus tard, déjà la nuit, le protagoniste est à la fenêtre pendant que Ru dort. Il comprend que le moment tant attendu est enfin arrivé. Il comprend qu'avant peu, cet homme se dirigera vers la maison du colonel et que Gamijin apparaîtra sur cette route. C'est précisément pour ça que le garçon a choisi cette chambre, et sur le coup, il ouvre l'écran de statut pour se demander s'il pourra vaincre Gamijin avec ses caractéristiques et s'il en aura les moyens. D'une main tremblante, le héros envisage la possibilité d'échouer encore une fois, pourtant il se répète qu'il ne peut pas être lâche et que réfléchir ne sert à rien maintenant. Il ne reste qu'à se battre. Cette nuit-là, la maison de la famille du colonel est en flammes. Le protagoniste court désespérément vers le manoir. Arrivé sur place, il voit l'homme encapuchonné face au majordome. Gamijin a annoncé que Anna doit mourir en vertu d'un décret royal. Effrayé, le majordome demande pourquoi l'homme agit ainsi et si c'est là l'attitude d'un général d'Euphonia. D'un ton moqueur, le vilain répond que les 12 généraux d'Euphonia sont la force d'exécution au service du roi. En souriant, Gamijin affirme que c'est un ordre du souverain, parfaitement légitime. La mère d'Anna, sous le choc, supplie de savoir pourquoi le roi a ordonné la mort de sa fille. Klein, dégainant son épée, déclare qu'il ne tolérera pas un tel ordre et, en chargeant, promet de n'avoir aucune pitié. Pourtant, son épée est arrêtée par un seul doigt, référence évidente au combat d'Ichigo contre Aizen, puis le général rapproche sa main du visage du majordome et le supprime par magie, affirmant n'avoir rien ressenti pendant ce combat. Caché derrière un arbre, le héros observe tout en tremblant de peur. À ce moment, l'homme encapuchonné s'avance vers la famille pour en finir et la femme murmure à sa fille que tout ira bien et qu'elle la protégera coûte que coûte. Les bras écartés, la noble dame ordonne au général de ne pas s'approcher et l'accuse presque de vouloir détruire la maison. Il rétorque que la demeure sera en sécurité à l'avenir et que le plan visait à éliminer toute la famille, mais que le colonel en chef a accepté la proposition. Gamijin révèle que le père de famille a sacrifié sa fille jugée incompétente pour pouvoir se sauver. Après cette révélation, l'homme achève la mère d'un seul coup. Voyant sa mère à terre, Anna sombre dans le désespoir. Le général, lui, adore voir l'expression de la peur sur le visage de sa cible. Arborant un sourire terrifiant, l'homme s'approche et demande si les humains existent vraiment, car à ses yeux, les gens de ce monde semblent dépourvus de libre arbitre, peut-être de simples illusions créées par la magie des dieux. L'homme dit avoir mené plusieurs expériences sans rien pouvoir déchiffrer. Tenant le visage de sa proie, le général demande si la fille est une illusion ou un être humain comme lui, et d'une voix tremblante, le colonel répond qu'elle est humaine. Changeant d'expression, Gamijin demande qui a dit qu'elle pouvait parler. Retenant les mains de la blonde, l'homme explique qu'il s'adressait à l'âme, puis, sans retenue, le général lance un sortilège fatal sur la jeune fille. À ce moment, le héros surgit en appelant son ami. Agacé, l'homme à capuche se retourne et finit par paralyser le corps du garçon. Rapidement, le général s'approche de l'enfant et, plongeant son regard dans le sien, annonce que le jeune homme ne sortira pas vivant d'ici. Avec 2 sphères d'énergie dans les mains, le général déclare que le garçon mérite de mourir 1000 fois.
Pourtant, l'homme à capuche se rend vite compte qu'il ne peut pas abattre quelqu'un qui n'a aucun lien avec la famille du colonel. Il se contente d'annoncer que le jeune homme deviendra son observateur et qu'il va maintenant éliminer mademoiselle Anna. Ainsi, sa douleur se mêlera au désespoir du héros et Gamijin se sentira enfin humain, tandis que le protagoniste sombre dans la détresse et que le méchant explique que la présence est la loi de ce monde, un principe créé par les dieux. Tenant une vaste sphère d'énergie, le général affirme que la présence du garçon est faible et que, de ce fait, il ne pourra rien arrêter. Puis l'homme achève sa cible sans pitié et conclut sa mission. Il commente que c'était décevant, qu'il n'a ressenti absolument rien, puis il s'approche du gamin et lui assène un coup de pied violent qui le projette et allongé par terre, Alto comprend que tout cela est de sa faute. Quelque temps plus tard, Anna est retrouvée dans un ruisseau, comme si elle s'était donné la mort. On a tenté d'étouffer l'affaire pour ne pas ternir l'honneur de la famille, et pour cela, on a même falsifié une lettre prétendument écrite par elle. De retour au présent, le protagoniste fixe la fenêtre. Il ne reste qu'une heure avant la mort de la blonde. Soudain, l'ombre d'un homme apparaît dans la rue. Le garçon se dirige vers lui et se présente comme un simple paysan nommé Alto. À ce moment, l'enfant demande si l'homme est Gamijin Solsue. L'homme le confirme et lui ordonne de s'en aller car il est très occupé, mais le héros répond que ça ne sera pas possible et qu'il est venu empêcher un acte insensé. Changeant d'expression, le général explique simplement qu'il exécute un décret du roi et qu'il éliminera toute nuisance. À cet instant, Alto commence à trembler, intimidé par son adversaire. Rapidement, l'homme se rapproche et enchaîne plusieurs coups de bâton. Irrité, il demande si le roturier n'a pas conscience de sa place et en voyant le regard haineux du jeune homme, le capuché s'agace encore plus. Dans un accès de rage, il assène un coup violent au protagoniste, le faisant chuter. En s'approchant, le général remarque qu'il existe vraiment des gamins coriaces, car même un simple contact pourrait les anéantir. Pourtant, le héros se relève, affirme qu'il va bien et pointe son poignard sur Solsue. L'homme est stupéfait par la force du garçon et à cet instant, Alto gagne une résistance contre l'inégalité et son niveau d'existence monte enfin à 2 étoiles, mais son adversaire bloque l'attaque avec une sorte de bouclier magique. L'homme est abasourdi, un morveux d'une étoile d'existence ne devrait pas pouvoir se mouvoir ainsi. Dans sa tête, Alto comprend qu'il a pu s'adapter à cet écart de puissance d'existence grâce aux années d'entraînement avec Raizen et Magica. De plus, sa puissance d'existence a augmenté, alors que cela semblait immuable dans ce monde. Ce serait le pouvoir du don naturel appelé création que le héros a réussi à éveiller. Le général admet qu'il ignore quel tour le jeune a utilisé, mais que cela ne change rien à l'issue. À cet instant, il lance un sort vers le garçon. Alto réussit à esquiver les attaques en sentant son corps plus léger et réalise aussi qu'il peut libérer plus de mana qu'avant, ce qui lui permet de déchaîner n'importe quelle magie pour protéger ceux qu'il aime. Alors Alto lance une attaque combinant les 4 éléments, feu, glace, vent et eau. Face à ça, le capuché reste bouche bée et le héros sait que ce n'est pas un adversaire faible, si bien qu'il décide d'en finir d'un seul coup. En réponse, le général envoie une attaque ténébreuse vers le garçon. Les 2 sorts se heurtent et neutralisent ainsi les 4 assauts du protagoniste, mais espérant encore l'emporter, le héros utilise sa sphère d'eau. Cette attaque fait naître une brume sur le champ de bataille. Tel un ninja, Alto surgit derrière son adversaire, poignard à la main, mais l'homme esquive avec une aisance déconcertante. Solsu remarque qu'il s'inquiéterait si le gamin venait à sous-estimer les 12 généraux. Le héros, à son tour, se tend devant l'agilité du capuchonné. Malgré tout, il refuse de rater la prochaine opportunité et se rue sur son adversaire. Cette fois, l'homme esquive, mais de justesse. Ne voulant pas perdre de temps, Gamijin crée un dôme autour de son corps, un filet sensoriel à mana dense qui lui permet de sentir le moindre mouvement ou le moindre flux de mana. Sans réfléchir, Alto fonce vers le dôme et y pénètre en partie. Le général annonce la fin du gamin et lance une attaque vers lui, mais la trajectoire de l'assaut finit par dévier. Puis, rapidement, le protagoniste se rapproche. L'homme, confus, se demande comment le jeune a fait ça puisqu'il n'a senti aucune activation magique. Poignard en main, Alto proclame que c'est la fin. Pourtant, le garçon frappe un poteau au lieu de l'ennemi. À ce moment-là, l'homme lui demande comment il a modifié la trajectoire et l'on explique que c'était une sorte d'astuce, un hack préparé pour ce combat. Le héros avait utilisé de la vapeur pour brouiller le sens de position de son adversaire et le conduire au point préparé. Hélas, tout a échoué à une seule foulée. Prêt et incrédule, le garçon se demande s'il n'a jamais eu la moindre chance si c'était une interférence divine. En révélant ses plans, l'homme affirme que l'oracle du dieu Fortemis voulait se débarrasser de l'œuf du héros au plus vite. Haruto, surpris, se demande comment le capuchonné connaît le don naturel d'Anna qui ne s'est manifesté qu'aujourd'hui.
Curieux, le protagoniste demande si le général sait quelque chose de l'œuf du héros. Solsway répond en demandant si le jeune a déjà entendu parler du don naturel appelé héros, un don fantôme qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans et surgit généralement juste avant une grande guerre. Il explique que c'est le pire des dons car sa simple existence engendre le chaos dans le monde. Le plan du dieu Fortemis serait donc d'éradiquer la graine du chaos à sa source tant qu'elle est encore un œuf. Puis l'homme déclare qu'en vérité il ne serait qu'un agent chargé d'exécuter cela. Le héros réplique en demandant si ce ne pourrait pas être l'inverse. Un héros n'est-il parce qu'un conflit surgit plutôt que l'inverse ? En entendant cela, le général se contente de demander si le jeune homme a une quelconque preuve, et celui-ci répond que non. Solsway dit apprécier l'attitude du gamin, mais que débattre sans théorie n'en vaut pas la peine. La magie entourant son poing, l'homme annonce qu'il est temps d'en finir et fonce sur le garçon. De justesse, le héros esquive l'attaque, et tandis qu'il tente de riposter, le général avoue que le garçon ne lui inspire rien. Solsu se rue à nouveau et frappe puissamment le sol. En regardant sur le côté, l'homme voit le protagoniste dégager une énergie écrasante et, surpris, l'homme à capuche réalise que l'atmosphère a complètement changé. Sans cérémonie, le garçon assène un coup au visage du mage qui est projeté au loin. Naruto enchaîne poings et coups de pied à une vitesse absurde et achève par un coup dévastateur. Tombé au sol, le général s'écrie que c'est impossible. En rampant, il se rend compte que les mouvements du jeune homme ont changé du tout au tout. Alto s'approche alors et infuse une petite quantité de magie dans son doigt, une énergie qui fait peser le corps du général, de la magie de gravité. Écrasé par la pression, l'homme demande pourquoi le gamin maîtrise cette magie alors que lui n'y arrive pas. Soudain, l'homme à capuche comprend qu'en fait, le héros s'appliquait la magie de gravité à lui-même tout du long. Comprenant cela, l'homme perd la raison et jure de ne jamais pardonner au morveux. Il concentre alors une quantité incroyable de mana, affirmant que cette baguette a été faite avec les os du roi Lich et de l'orichalcum, la meilleure technologie du royaume. Sans aucun contrôle, il prévient que cette attaque provoquera d'énormes dégâts aux alentours. L'homme à capuche assure qu'il se fiche des conséquences sur son statut. Il ne pardonnera jamais à celui qui s'est moqué de lui. Voyant la sphère d'énergie prendre une taille incroyable, le héros décide de fuir pour sauver sa peau. Sans cérémonie, Solsu déchaîne l'attaque, lamentation du soleil couchant, détruisant plusieurs maisons sur son passage. Après une telle dévastation, l'homme retombe au sol, épuisé d'avoir dépensé autant de mana contre un simple paysan. Le général prévoyait d'économiser son mana pour anéantir la famille du colonel depuis qu'on lui avait parlé d'un majordome compétent installé au manoir. Soudain, il aperçoit le protagoniste s'approcher et s'étonne. Comment est-il encore en vie ? Cependant, le héros venait tout juste d'échapper au pire et avait dû déclencher tous les mécanismes de sécurité qu'il avait préparés. Ainsi, le garçon a évité la pleine violence de l'assaut et, complètement blessé, Alto comprend qu'il aurait été fini si son adversaire avait eu tout son mana. Acculé, l'homme ordonne au jeune de reculer et lui lance une pierre à la tête. Malgré cela, le héros continue d'avancer, cette douleur n'étant rien à côté de celle d'Anna, et en s'approchant du général Haruto, admet qu'il est inférieur. Pourtant, il jure de défier le destin pour protéger ceux qu'il aime, puis d'un simple coup de tête, le protagoniste parvient à assommer Solsway et voyant l'homme inconscient devant lui, le gamin saisit son poignard sans perdre une seconde. L'adrénaline à bloc, le héros se répète qu'il doit en finir. Il sait que ce fou restera sans doute une menace pour la vie d'Anna, et il sait aussi qu'il n'a gagné que par surprise. Il n'aura pas la même chance la prochaine fois. Malgré tout ça, le héros hésite encore sur la marche à suivre. Soudain, quelqu'un l'appelle « Maître ». C'est Rion qui arrive et demande ce qui s'est passé, mais en posant le pied au sol, le vampire se tord la cheville et se blesse sévèrement. En voyant arriver son ami, le héros change d'avis et garde le poignard. Peu après, le roux parvient à ligoter le mage à un rocher et, agacé, Ryan affirme qu'il ne pardonnera pas à quelqu'un qui a tenté de tuer une personne pour une raison aussi absurde. Haruto acquiesce mais avoue qu'il n'a pas su porter le coup de grâce. Le roux le rassure en disant qu'achever un humain n'est pas la même chose qu'achever un monstre, et qu'en plus, Gao Mejin a causé d'énormes dégâts, ce pourquoi le gouvernement prendra les mesures nécessaires. À cela, le vampire trouve vraiment impressionnant que le maître ait battu l'un des 12 généraux. Le garçon, lui, remet le combat en contexte en expliquant que tout aurait pu être différent, l'un des facteurs de sa victoire ayant été l'augmentation de sa puissance d'existence. Le fait d'augmenter sa puissance d'une seule étoile a considérablement rehaussé son rang. La différence était telle que le héros se dit qu'il n'aurait sans doute pas survécu s'il était resté une étoile, et inquiet, le rouquin demande si son maître va bien. Celui-ci répond qu'il réfléchissait juste. Changeant de sujet, il demande si Magica n'est pas venue, et à l'annonce de son absence, le vampire s'étonne. Son ami explique que la jeune femme a quitté l'auberge avant eux. Perplexe, Haruto se demande où elle a pu aller, mais le vampire assure qu'elle s'en sortira.
Soudain, le sens d'araignée du protagoniste s'active. Il pousse rapidement le rouquin. Un éclair jaillit entre eux et explose au sol. L'attaque vient de Citri. Avec la mémoire d'un poisson rouge, Rion demande qui est cette femme. Elle répond qu'elle les a aidés à vendre les matériaux du dragon. La femme se présente, Citri Justice, l'une des 12 généraux de Phonia et juge du comité judiciaire. À ces mots, la juge traite le rouquin d'idiot et lui, en retour, se moque de sa coiffure. Les deux finissent par se chamailler comme des gamins. Remettant les choses au point, la femme explique qu'elle n'est pas venue pour se disputer avec un vulgaire roturier. Allant droit au but, elle avoue être là à cause du protagoniste et le qualifie sans détour de maléfique. Indigné, le rouquin clame que c'est Jamie Jean qui a détruit la rue et que son maître n'a absolument rien fait de mal. Citri acquiesce et promet que l'homme à la capuche perdra sa position et subira la punition qui lui est due. Pourtant, cela importe peu, dit-elle. Sa mission est d'éliminer ceux que son dieu déclare comme maléfiques. La femme annonce alors qu'elle juge le garçon criminel au nom du comité judiciaire. Sans perdre de temps, elle fond sur le gamin avec son épée, mais le vampire intervient pour bloquer l'attaque et lui demande si le rôle d'une juge consiste à tuer des innocents. En se retirant, la femme ricane en disant qu'elle le prenait pour un simple bourrin, mais qu'il a du talent. À ce moment, Haruto tente de prévenir son ami du danger lié à l'arme de la générale. Le rouquin, tête en l'air, l'ignore. Ruto charge et finit par porter un coup sur la chevelure de l'adversaire, et en voyant ça, le héros s'inquiète. Les yeux fermés, la juge porte un coup direct au bras de l'homme, mais le vampire ne ressent rien car il a déjà totalement maîtrisé la résistance à la douleur. Pourtant, son bras est gravement blessé et il tombe à genoux. L'homme est confus car jusque-là, il maîtrisait la résistance à la douleur. Le héros explique que son épée est une justice fiable et ajoute que les capacités de son ami surpassent celles de l'adversaire. Cependant, il ne peut gagner parce que l'artefact de la juge déclenche une malédiction si son propriétaire est touché par quelqu'un de plus fort. Pour cela, la femme s'est volontairement fait attaquer, annulant ainsi la résistance à la douleur. Reinrun demande si un seul coup ne suffirait pas à l'incapacité. Arya réplique que l'impact a été important même en ne coupant qu'un peu de cheveux et qu'un coup plus fort pourrait lui être fatal. Plus quelqu'un est fort, plus il sera difficile de vaincre la juge. Sous le choc, la rousse se demande comment il va pouvoir battre quelqu'un comme ça, et Citri remarque que le garçon en sait beaucoup sur son artefact, même s'il ne l'a jamais utilisé contre elle. Le héros demande alors si eux deux ne se sont jamais affrontés dans une vie antérieure. À l'écoute, la femme s'irrite, croyant à une ruse pour gagner du temps, quand soudain une explosion éclate en arrière-plan. Surpris, le protagoniste comprend que l'explosion vient de la maison de la famille du colonel. Alors, Alto demande à son ami de l'accompagner jusque-là pour voir ce qui se passe, mais une gerbe d'éclairs jaillit du lieu de l'explosion. Perplexe, Alto réalise que c'est une puissance encore supérieure à celle de Gamijin. Juste derrière le duo, la juge apparaît et demande si le jeune homme croit pouvoir s'enfuir, expliquant que cette lumière appartient au dieu Fortemis. La femme dit que le garçon doit paniquer, puisqu'on ne peut rester debout devant un dieu. L'épée immense en main, Justice déclare qu'elle y mettra fin maintenant. Et tandis qu'il bondit vers la lame, le héros se demande s'il pourra vraiment sauver Anna. Pourtant, sa mascotte apparaît devant l'épée pour protéger son maître et finit par s'écraser lourdement sur le toit. Désespéré, le garçon court vers son ami et le voit se disloquer entre ses mains. Incapable de réagir, il supplie sa mascotte de ne pas le quitter. À cet instant, plusieurs souvenirs avec son partenaire remontent en lui et se brisent. Indigné, le garçon s'approche du juge. Sans réfléchir, il saisit son poignard et attaque. Pourtant, il se retrouve téléporté ailleurs. À ce moment, le garçon réalise qu'il est sans arme. Au fond, quelqu'un demande si le jeune homme ignore à quel point cet artefact est dangereux. En regardant autour de lui, le protagoniste comprend qu'il est à l'endroit qu'il avait visité quand il a été tué dans sa vie antérieure. Le petit fantôme demande au garçon de s'asseoir, ce qu'il fait. Allant droit au but, Haruto demande s'il est mort. À la surprise générale, l'hôte répond que non, mais que son âme est déjà proche de la limite. Malgré le corps plus jeune, l'âme du héros est restée la même que dans sa vie précédente. Il explique que la mort du slime a porté l'âme du garçon au bord de la destruction. À cela, Alto demande à être renvoyé, mais le fantôme lui demande ce qu'il compte faire une fois de retour dans le monde d'origine. En entendant cela, le héros s'irrite profondément et ses pensées de vouloir tuer le juge transparaissent. Après les avoir lues, l'hôte se contente de ravager le sol et dit qu'il ne peut pas laisser le garçon repartir si c'est pour ça. Indigné, le protagoniste demande pourquoi et affirme que cette femme a tué son ami. Le fantôme s'approche et lui dit qu'il doit se souvenir de quel était son but. À cet instant, Haruto se rappelle Hana. L'esprit explique qu'ils partagent le même objectif et qu'il ne peut pas rester là à regarder l'âme du héros se désagréger. Puis le fantôme redemande ce que le garçon compte faire. En maîtrisant ses émotions, Alto répond qu'il veut seulement sauver Hana. Après l'avoir entendu, l'hôte s'approche et remarque que le jeune homme ne voulait que sauver quelqu'un qu'il aimait et que pour cela il sera renvoyé.
Le fantôme ajoute que son âme n'a plus beaucoup de temps avant de disparaître et qu'il va maintenant relancer le voyage. Le héros revient dans le monde réel au moment précis où il allait achever son adversaire. Cependant, il choisit de s'arrêter et range son arme. À genoux, la femme hurle sur le garçon qu'il ignore simplement. On explique que cet artefact est efficace contre des adversaires puissants, mais qu'il maudit son porteur s'il lutte contre quelqu'un de plus faible. En réponse, le protagoniste dit au juge qu'il n'a plus le temps de s'occuper d'elle, ce qui la laisse indignée. Le garçon demande à son ami d'aller dans un endroit sûr en emportant le slim. En entendant ça, le rouquin demande si son maître compte s'y rendre seul et le héros répond qu'il ne veut plus faire souffrir Rue et que tous deux devraient l'enterrer une fois Anna sauvée. Le vampire dit alors qu'il protégera le slim mais qu'en échange, son maître devra protéger la blonde. De plus, il demande au héros de promettre de revenir vivant, ce que Naruto accepte. Un peu plus tard, Rion dit au juge qu'elle devrait quitter cet endroit au plus vite, ce qui la perturbe. L'homme se contente de dire qu'elle est l'une des 12 généraux et que ce pays touche à sa fin. Quelques minutes plus tôt, Magica court à travers la ville, sachant déjà que son maître se bat. Elle perçoit l'énergie magique de loin et comprend que l'adversaire est probablement Gamijing. La jeune femme voudrait aider son amie, mais elle ne peut pas car elle sent une étrange énergie émaner du manoir du colonel. En arrivant, la princesse suppose d'emblée que cette sensation vient de Fortemis. L'œuf divin est apparu ce jour-là, mais la noble ne pensait pas que tout irait aussi vite. Magica s'approche en hâte, mais en levant les yeux, elle se retrouve face à une lumière intense. Puis une énorme explosion jaillit de cette lumière au manoir. C'est une attaque de l'ombre divine. Désespérée, la fille fonce vers la porte d'entrée car Hana pourrait être en danger, et en entrant, elle tombe sur une scène horrifique. Plusieurs membres de la famille sont déjà morts. Les ombres détectent la présence de l'intruse et se dirigent vers elle. Déterminée, la princesse dit qu'elle ne peut pas rester là à laisser s'interrompre le pouvoir naissant du héros. Une des ombres tente de l'attaquer, mais la jeune femme esquive à la dernière seconde. Cependant, un ennemi porte un coup direct à sa poitrine. C'était une sorte d'illusion, ce qui permet à Magica de s'échapper. L'héroïne passe au corps à corps et élimine quelques ombres. Soudain, elle entend un cri et se met à courir, et en arrivant au 2e étage, la fille aux écureuils se retrouve face à plusieurs ennemis. Sans perdre une seconde, la jeune femme enchaîne plusieurs coups de poing à une vitesse folle. Ainsi, elle crée une brèche et poursuit sa recherche. Peu après, l'héroïne atteint la chambre et voit une des ombres sur le point d'attaquer le colonel. Agissant vite, la fille saisit son épée et la lance vers le monstre pour l'achever. Anna sursaute mais comprend que le coup n'a pas suffi. Alors la blonde reprend l'épée et finit le travail pour de bon. Et désespérée, Anna court vers son amie en disant que tout le monde est mort. Magica la réconforte et s'excuse d'être arrivée trop tard. À ce moment, une autre ombre apparaît et la fille écureuil se prépare au combat en prévenant qu'elle ne laissera personne toucher à son ami. Puis quelques instants passent et le héros file vers le manoir. Nerveux, il se demande si son destin restera le même après avoir vaincu Gamiguin. En arrivant devant la maison, le jeune homme aperçoit ses deux amis, se sent soulagé et demande s'ils vont tous les deux bien. Magica leur demande d'en parler plus tard et prévient qu'une force encore plus grande va bientôt arriver, disant qu'ils n'ont pas de temps. Soudain, une lumière apparaît derrière Alto. C'est une sorte d'ange. Nerveux, le protagoniste pense que cette aura est identique à celle du démon qu'il a affronté à Kinotogris, mais avec une puissance encore supérieure, et il comprend vite que cet être doit être un démon créé volontairement par Dieu. Cet être est le Saint des Ténèbres. Face à la situation, le garçon désactive son hack pour économiser du mana et Naruto sait qu'il ne sera pas immobilisé grâce à sa résistance différentielle, ce qui devrait suffire. Pourtant, l'ange se rapproche rapidement, arme en main. De justesse, le héros évite un coup fatal. Le monstre pivote et tente de frapper encore, mais l'attaque est arrêtée par la dague du garçon. Le coup est cependant si puissant qu'il finit par briser la lame du protagoniste. Voyant cela, Alto est choqué car cette dague avait été forgée à partir d'une dent de dragon et était d'une solidité extrême. Puis le boss final vise la poitrine du gamin, mais Magica surgit pour sauver son ami et parvient à repousser la créature. Le héros la remercie, mais la princesse dit au maître de ne pas baisser sa garde. Le protagoniste est fasciné par la force de cet ange, combinée à son agilité, et en réfléchissant à une stratégie, il demande à son ami d'attaquer de front pendant qu'il attaquera par derrière. Naruto a conçu cette stratégie parce que Magica peut égaler la vitesse de l'ange et le distraire. Pendant ce temps, le garçon pourra lancer un sort longue portée, comme un sort de feu, et son idée est de synchroniser son feu avec les mouvements de sa compagne. Ainsi, leur adversaire devra éviter les attaques de la fille, créant un angle mort. Puis, dans cet angle, le héros pourra frapper. Il voit que les dégâts sont faibles, mais l'effet reste perceptible, alors il ordonne à Magica de se replier. De toutes ses forces, le héros déchaîne son feu au maximum, puis se demande si l'attaque suffira à éliminer l'ennemi. Pourtant, l'ange se relève sans peine, déploie des ailes dorées qui s'illuminent et laisse le garçon perplexe.
Sans hésiter, il projette plusieurs plumes dorées sur sa cible qui finissent par le toucher. Craignant le pire, Haruto tente son piratage sans succès et une plume le frappe en pleine poitrine, le propulsant dans le manoir. Allongé au sol, le garçon ouvre les yeux en se demandant s'il est vivant. Il est surpris d'aller bien, convaincu pourtant que la plume avait frappé son cœur. Le héros comprend alors que l'amulette l'a protégé miraculeusement, mais se reprend. Tout ce qu'il a fait l'a mené ici, il ne peut abandonner maintenant. En se relevant, quelque chose attire son regard, l'épée légendaire de la famille du colonel. Le jeune homme s'approche et se rappelle tout ce qu'Anna a expliqué sur cette lame qui n'a jamais servi. N'ayant pas d'autre choix, Alto cède et la prend. Pourtant, il a l'impression de poser la main sur de la glace. À la manière du roi Arthur, Haruto tente d'arracher l'épée de son support. Après un effort énorme, il parvient enfin à la retirer du socle et, l'arme rare en main, il se sent plus prêt. Pendant ce temps, Magica continue de se battre contre l'ange, reçoit un coup terrible et s'effondre. Le boss s'apprête à l'achever quand le héros surgit pour bloquer l'attaque. Alto s'excuse d'être arrivé en retard et promet de s'occuper du reste. Le garçon remarque alors que l'épée encaisse les impacts des assauts de l'ange, preuve de sa puissance. Cependant, il constate que son tranchant est faible et se demande si cela vient d'une restriction. Vite, l'ange crache un rayon par la bouche, façon dragon, assez puissant pour clouer le garçon au sol. Inquiète, Anna hurle depuis le balcon et apeuré, le héros ordonne au colonel de rester dans la maison. Sans perdre de temps, l'ange se précipite vers la fille. Désespéré, le gamin ordonne à son ami de fuir, mais l'ennemi est très rapide et parvient à se rapprocher de la jeune femme pour accomplir sa mission. Voyant que sa bien-aimée risque d'être détruite, le héros puise alors une force qu'il ne se savait pas posséder. L'épée imprégnée de magie à la main, il fonce sur l'ange et lui porte un coup de toutes ses forces. Le garçon comprend enfin que c'est là le véritable pouvoir de la restriction. Confiant, il affirme qu'il peut maintenant mettre fin à tout ça d'un seul geste. Surprise, une lumière jaillit du côté sans bras de l'ange. Ce faisceau détruit une grande partie de la ville et sous le choc, le protagoniste réalise que s'il avait coupé un peu plus, il aurait pu anéantir toute Euphonia. Il comprend alors qu'il ne reste qu'une seule option. Alto descend en hâte en tenant Anna dans ses bras et demande à son ami d'en prendre soin. En entendant cette requête, la princesse écureuil commence à mesurer la portée des choses. Alto explique que vaincre l'ange ici entraînerait aussi le colonel. Son ami propose de le remplacer, mais le héros rétorque qu'elle seule peut protéger Anna. Magica accepte alors la demande sans discuter. La blonde se lève et demande ce que son maître compte faire. Tout ce qu'elle obtient en retour, c'est le silence. Inquiète, elle lui demande pourquoi il ne dit rien et s'ils pourront se revoir bientôt. Désespéré, le colonel se met à supplier une réponse. Magica intervient et demande à la jeune fille si elle veut briser la détermination d'Alto. Rompant le silence, Alto appelle Anna, sourit et confie qu'il a été heureux de la connaître, la remerciant pour tout. Après ces mots, la noble se met à pleurer. Le protagoniste demande alors à son ami de veiller sur le colonel et sur ses adieux, Magica s'élance en emportant la jeune fille vers un autre lieu. Après ça, le héros tente de se recentrer sur son objectif. Un rayon de lumière fonce vers lui, mais il parvient à l'esquiver. Il charge l'ange en déclarant qu'il doit donner tout ce qu'il a. Et l'épée en main, Alto comprend qu'il ne pourra pas vaincre l'ange ici. Puis il part une des attaques de rayon avec son épée. L'assaut est d'une telle puissance qu'il peine à tenir, même avec une arme si robuste, mais malgré tout, il va jusqu'au bout et frappe l'ange de toutes ses forces. Son épée finit par frapper exactement l'endroit d'où venaient les attaques de lumière. Son bras tente de réagir, mais on dirait que la sortie est bouchée, et tous deux traversent le ciel. Le héros appelle cela une puissante inversion de sort. À cet instant, il use d'un stratagème pour s'éloigner toujours plus de son adversaire. Malgré les difficultés, Alto jure de ne pas renoncer tant qu'il n'aura pas détruit la voie menant au colonel et de bons souvenirs avec le groupe lui reviennent, le garçon se reprochant de n'avoir pas été plus tendre avec Rian. Un autre regret est de n'avoir pu sauver Ru. En outre, le jeune homme pense qu'il n'en serait jamais arrivé là sans Magica, qui l'a tant aidé, et il se remémore Anna en se disant combien il a été heureux de la rencontrer. Il affirme que c'est grâce à elle qu'il a réussi à devenir quelqu'un de fort, que sa vie a pris sens avec elle. À cet instant, Alto avoue qu'il aime Hana, puis tout explose comme un dernier acte d'amour. On explique que ce jour-là, une puissante explosion a eu lieu dans le district nord de Phonia, tout s'étant déroulé dans un rayon d'environ 2,4 km. On dit que personne n'aurait survécu si l'explosion avait eu lieu au-dessus de la capitale royale. Des informations ont aussi été annoncées par le Vatican. Ryan regarde l'affiche d'Haruto et de Magica. Ils sont présentés comme des êtres perturbant l'ordre mondial et le Vatican les a dès lors désignés comme éléments à exclure. Ils furent immédiatement arrêtés et transportés vers l'Empire Serein, leur destination demeurant secrète.